Oui, juste un peu avant d'aller plus en profondeur dans des Tu veux sujets. savoir si moi-même, j'ai-tu assez d'expertise de parler du caribou? C'est ça, la question. Ouais, tu vas pas nous enfirouaper de même, là, parler d'experts. Exact, la fausse experte. Non, mais t'as un parcours, là. Bienvenue dans les deux pieds dans le ruisseau, parce que on va quand même présenter un peu, c'est pas tout le monde qui sait qu'est-ce qui se passe, pourquoi on est ici, pourquoi on est en soute dans une rivière. En saut de verre, par exemple. Saut de verre, oui, concept. Concept. Fait que, salut Mathieu. Salut Martin, ça va? Ouais, ça va. Moi, je suis la chaleur, hein, tu sais comment... qu'est-ce que je Comment pense de la t'aimes ça? chaleur. Moi, un petit ruisseau dans le bois de cet incite-là. Quoique, il y a un petit vent, c'est frais. C'est quand même la première fois qu'on a les pieds dans l'eau Cet été. dans cette saison-là. Ouais. Merci à Captimédia. David qui est là. Fidèle avec, David, avec sa Captimobile. ses 18 caméras. On s'amuse bien gros Il dit avec 4, David. mais... Puis, on reçoit... Mathieu, toi, comment tu vas? Excuse-moi. Julie, on va... Ça sera pas long, ça. On va faire croire qu'on vient d'apparaître et on s'est pas demandé comment on allait avant cet instant. Puis que les gens ne vous ont pas regardé les autres. Les autres, Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Il y a des gens que c'est la première fois. Mais j'aime bien prendre le temps de connecter un peu avec Martin, même si on est sur record avant de recevoir. Des fois, c'est un peu malaisant parce que l'autre est comme attend, il joue avec ses pieds dans l'eau, mais c'est un bon passe-temps. Ça va. Un peu malade. On peut peut-être l'entendre à ma voix. Oui, on le sent dans ta voix, une petite affaire. Mais c'est bon, puis je suis vraiment content de... C'est ça, l'été, c'est commencé. Puis, à micro fermé, tu disais que ça se peut qu'on te perde de temps en temps pour que tu ailles te mettre la face dans l'eau. Oui, mouillé à faire certain. Parce que là, j'aime le soleil, mais... Il est là. Mais là, plaignez-vous pas, là, il faisait non, c'est la baie des froideurs là, pendant quasiment 10 jours. C'est vrai. Alors, Julie... C'est qui parle, Martin? C'est qui parle? Qui qu'on vient d'entendre? Comment on prononce ton middle C'est name? Reed. Reed. C'est un nom écossais. Okay. Julie Reed Forget. Forget. Et non pas Red Forget. Oh. C'est le genre. Alors, Julie Reed Forget, qui vient de passer un bon moment dans la baie des Chaleurs, dans la baie des... La baie des froideurs, baie Du des fret, nuages, là. baie du fret. Mais là, enfin, 25, je sais pas quoi. La journée où tu retournes du Malbar. Ouais, mais c'est pas le mal bar, c'est le beau bar. Vous aimez pas ça qu'on dise ça, hein? Non, pas Moi, j'aime ça. Moi, je pense que vous, ça vous fait plaisir, là, parce que Je pense aussi. vous avez des petites jalousies là, sur l'esthétique de notre région. Je te ferai remarquer que c'est Là, toi qui parles de la baie des froideurs en partant. C'est vrai que Fait je vous ai un petit peu provoqué. Les hostilités sont parties. C'est Rose pour nous qui commence. C'est ça. Fait que, ouais, c'est ça, de l'autre côté. Oui, j'étais ici pour le Festival international de journalisme de Carleton. Tu peux-tu nous en parler? Parce que méchant, toi, événement. t'es-tu allé, Mathieu? Non. Jamais? Non. Quand même, la 3e édition. Moi, je suis allée à la première, puis c'est là que j'ai rencontré la gang du graffiti. OK. Puis j'y allais vraiment comme curieuse. Puis c'est toujours la fun, les premières éditions de quelque chose. Hein? À Montréal, là, il y a des festivals. Là. Moi, je me rappelle le festival en dessous du viaduc, dans le Mylène. J'étais là au premier. Puis il y a quelque chose de le fun quand tu es là dans la première édition où on ne sait pas si ça va survivre une autre année, dans le fond. Ouais, Puis on essaye quelque chose, puis on n'est pas sûr. Mais finalement, la gang à Bertin, Leblanc et compagnie ont réussi toute une ascension. On est passé d'une version assez régionale dans 3 ans. Et maintenant, l'année passée, je pense qu'il y avait Céline Galipo et compagnie. Puis là encore, cette année, puis il y avait beaucoup d'Italiens en plus cette année. Depuis le début, ça s'appelle le Festival international de journalisme, quand même. Mais même la première année, il y avait quand même eu international, mais c'était juste de moins grande envergure. Puis là, cette année, ils ont même ouvert l'église parce qu'il y a eu, je pense, en 1 heure ou 2 heures, ils ont vendu tous leurs billets. Alors, il y avait plein de gens qui n'avaient pas pu s'acheter des billets. Donc, avant les spectacles, ils étaient dans la nef derrière de l'église. Puis là, ils ont ouvert toute l'église. Mais c'était beau, là, c'était magnifique. Le son était un plus grand défi, mais c'était vraiment beau. Puis il y avait 600 personnes pour certains événements. Donc, oui, à pour Carleton. certains. Oui, exact. C'est la moitié de la population. Oui, c'était vraiment, vraiment bien. Puis moi, j'étais sur 2 panels, donc celui sur les caribous et celui sur climat et biodiversité en Gaspésie. OK. Fait que là, donc, ça, c'est cette année. Tu as fait la première édition. Les différences entre la première et cette fois-ci, il y a l'international, mais plus de monde. Sinon, là, ça ce qu'ils ont rajouté, c'est qu'ils ont rajouté des thèmes. Okay. Parce que comme c'était plus grand, puis il faut évidemment que les gens choisissent, parce que sinon, il y a trop de monde qui va vers une salle, donc il faut faire diverger les gens, détourner les gens ailleurs. Donc, on fait des thèmes. Cette année, il y avait un thème sportif. L'environnement était aussi un peu plus grand. Journalisme sportif?
Oui. Tout le temps avec Genre, le la journalisme. question, c'est est-ce qu'on parle trop de sport, par exemple. Il y avait aussi beaucoup d'ateliers d'éducation cette année. Là. C'était magnifique. Il y a l'école, je ne me rappelle pas du nom de l'école, une école primaire ou secondaire de Maria qui ont fait un magazine puis qui ont interviewé là, Marie-Ève Bédard, qui était la grande vedette de l'événement, celle là, qui est en Ukraine, à Gaza et tout ça. Et ils ont interviewé, je pense, Jean-François Lépine. Puis c'était partout dans le festival, mais c'était très bien. Ils ont fait des connexions entre les écoles primaires, secondaires. Je crois aussi l'UQAM, l'Université l'École des médias ont participé aussi. Donc, ça a créé... Ce qui était différent cette année, je dirais que c'était une audience mieux répartie en termes d'âge. Parce que, tu sais, ceux qui s'informent de manière plus traditionnelle. La première édition, on dirait que l'audience, c'était plus ceux qui lisent encore les journaux. C'est pas à dire, mais là, tu avais beaucoup dans les panélistes de cette année, les youtubeurs, justement, parce que là, c'est quand même une source d'information importante. Les youtubeurs qui peuvent quand même avoir une approche très scientifique et tout ça, mais sont juste moins associés à des grandes boîtes là, comme Radio-Canada et tout ça. Donc, moi, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Puis moi, ce qui m'interpelle à chaque année, c'est toute l'histoire. Moi, je suis une scientifique de formation, puis je suis ingénieure industrielle, puis je trouve ça très difficile au niveau de l'information, comment on évacue la science souvent, ou on ne veut pas la croire, ou on ne l'aime pas, puis finalement... Prendre des raccourcis parce que c'est trop compliqué. Puis en Haute-Gaspésie, je le vois beaucoup, il y a même une espèce de sentiment négatif envers le scientifique et l'expert, parce que s'il ne dit pas ce qu'on veut entendre, c'est désagréable. Donc, est-ce que ça serait mieux de ne pas parler, monsieur, tu sais, bon, ou madame? Non, mais vous ne pas parler. Ça serait mieux qu'on ne le sache pas, parce que ça nous fait de la peine, tu sais, un peu. Là, c'est un peu ça, pareil. L'anxiété. Puis je pense que le festival aborde ça de front. Ça, c'est la chose commune, je dirais, dans les 3 éditions. La fausse information, le rôle des journalistes. Bon, tu vois, moi, cette année, j'ai abordé le fait qu'il y a des déserts aussi médiatiques dans mon panel. Parce que, tu sais, s'il n'y a pas de médias sur un territoire, c'est quand même un ingrédient important de la démocratie locale d'avoir un journaliste qui vérifie l'information. Tu sais, quelqu'un qui est payé pour dire si l'information était vraie, d'aller chercher plusieurs sources d'information. Alors que là, il y a plein de places au Québec que c'est les bénévoles qui sont obligés de faire ça. Puis le bénévole, même s'il dit, comme il est déjà dans un camp quelconque, il n'est pas un journaliste, il n'est pas nécessairement protégé, puis il veut être membre de sa communauté. Donc, c'est malaisant d'aller dire à un membre de ta communauté qui a tort, alors que c'est le travail du journaliste. Alors, je dirais que ce sujet-là, il est vraiment revenu à chaque édition et il demeure toujours encore très important. Ouais. Non, c'est correct. Est-ce que... Parce que on dirait que quand tu parles, bon, là, je vois le Carleton, je vois le... Est-ce qu'un festival comme ça, mettons, en Haute-Gaspésie, ça serait... je vais reformuler ma question. On dirait que j'ai l'impression qu'à Carleton, ça se peut-tu qu'il y ait une part de... On prêche pour des convertis déjà, des gens qui sont assez sensibilisés. Est-ce que, tu sais, en Haute-Gaspésie, c'est un peu plus rough, c'est un peu plus... les médias, il n'y a pas plus de médias à Carleton, mais on dirait que... Je sais pas, parce que justement, c'est un peu de stigmatiser le mal-bord, encore. Oui. Alors que... Ça les fait dire un style. Oui. Non, mais j'assume. J'ai vécu là. Moi, je suis arrivé en Gaspésie de ce côté-là, en passant. Mais j'ai... non, mais je pense que même... T'as fait le bon choix, Martin. Même les Hauts-Gaspésiens, même certains Hauts-Gaspésiens vont le dire. Là. Mais il reste que, admettons, quand j'ai écrit ma chronique dans le Graphici qui s'appelait, pas un très bon titre, mais bon, le sujet, c'était la démocratie, puis le lien entre la démocratie puis la croissance économique. Parce que si tu n'as pas une démocratie où tout le monde collabore ensemble avec une vision commune, ben les gens ne se mobilisent pas vers cette vision-là, puis il y a des risques de stagnation. Et surtout, il y a du tiraillement. Parce que s'il n'y a pas de dialogue, c'est comme un groupe qui domine. Après, c'est un autre groupe qui domine. On appelle ça l'effet clientéliste là, de l'Amérique latine. Tu sais, l'Amérique latine, c'est une région très riche qui aurait dû devenir plus riche, mais elle est coincée dans des inégalités sociales terribles. Ça fait que la gauche, la droite, la gauche... Ça fait que la gauche détruit ce que la droite a fait. Après, la gauche revient. Donc, c'est pas... Tu sais, c'est pas en tout cas, c'est pas fluide comme développement. Et donc, dans ma chronique, j'avais abordé ça. Puis
quand je l'avais écrit, après, j'avais demandé à mes collègues de graphicie, je dis là, moi, est-ce que je suis en train d'écrire une histoire qui est juste bonne pour la Haute-Gaspésie? Parce que si c'est juste aux Gaspésiens, ça vaut pas la peine que j'écrive ça. T'sais. Finalement, écoute, je reçois. On a une équipe de réviseurs que je vais valoriser en ce moment parce qu'ils sont tellement géniales. C'est des bénévoles chez Graphicie qui révisent tous nos textes. Ils sont une quinzaine. Ils se rencontrent les fins de semaine. Puis ils passent au peigne fin. Puis c'est ce qui fait que le journal Graphicie est extrêmement bien écrit pour un journal régional. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais lancer la perche. Est-ce que vous autres, quand vous l'avez lu, la chronique, est-ce que vous reconnaissiez là-dedans? Dans le fait que par exemple, l'intimidation dans les conseils municipaux. Puis écoute, il y en a 2 qui m'ont décrit des histoires pas loin, là. Kaplan, Maria, dans le sens qu'il y a toujours un élu quelconque qui n'aime pas ça, se faire poser une question par un citoyen. Et plutôt que de lui dire « J'entends votre préoccupation, je vais en prendre note, on va l'étudier, puis on vous revient au prochain conseil », c'est plutôt la réponse classique, c'est « Ben, si t'es pas content, t'as rien qu'à aller quelqu'un d'autre la prochaine fois. » Ou présente-toi. Mais ça fait quoi pendant 4 ans? On est pris dans... Dans le fond, le citoyen, il dit quelque chose, puis c'est un mur pendant 4 ans. Et ça crée de l'indignation, ça crée de la frustration. Puis moi, je ne crois pas que ça, c'est un phénomène aux Gaspésiens. Je pense que c'est un phénomène de certaines régions du Québec où la culture démocratique n'est pas bien installée, potentiellement parce qu'il n'y a pas de journalistes, potentiellement parce que les gens sont un peu moins instruits, parce que les gens instruits, en général, sont plus exigeants, puis ils ont accès à de l'information, mais ça ne veut pas dire. Il y a des gens non instruits. Moi, j'ai un de mes oncles qui est décédé l'année dernière, mais lui, c'était le moins instruit. Il disait lui-même, il disait « Je suis 6e année forte. » Ça, c'est un drôle de vocabulaire, j'ai jamais compris fort. Je pense que ça veut dire qu'il se rendait à la 7e, mais bon, il a lâché à ce moment-là. Ouais. Donc, lui, c'est un entrepreneur en général, mais c'est avec lui que j'avais les meilleures discussions. C'était vraiment quelqu'un qui aimait le débat, qui était prêt aux différentes idées, puis qui était extrêmement... il lisait l'actualité. Il était très informé, en fait. Donc, lui, il aurait été l'audience idéale du Festival international, mais il ne correspond pas à ce qu'on s'attend. Parce que, justement, parce qu'il y a des gens instruits qui ne suivent pas l'actualité du tout. Qui peuvent avoir un doctorat, mais qui n'ont aucune idée de ce qui se passe sur leur territoire. On est tous analphabètes en quelque chose. Ouais, c'est ça. Je veux dire, je pense à Alain Deneau dans une conférence dernièrement, j'entendais, il disait ça, puis j'ai travaillé en alphabétisation, puis on le voyait aussi dans le Grand Nord. Il y a des gens qui étaient capables de lire la forêt, là, je veux dire, ils étaient capables de vraiment décortiquer qu'est-ce que ça voulait dire à tel moment. Les Inuits, la neige, là, je pense qu'ils ont comme 17 mots, termes différents pour la neige, parce qu'il y a de la neige dure, il y a de la neige molle, il y a de la neige... que le vent soufflé du nord, du sud, bon, peu importe. Et ça, c'est un langage que moi, je connais pas du tout. Je suis complètement analphabète là-dedans. Ça fait que, tu sais, des fois, on reconnaît pas, je pense. Ou en tout cas... Mais c'est des intelligences, c'est pas juste un langage. C'est des formes d'intelligence, pour moi. Tu sais, quelqu'un qui est capable de reconnaître plusieurs sortes de neige, pour garder ton exemple, c'est une forme d'intelligence, selon moi. Je pense que la curiosité... Qui n'est pas nécessairement valorisée tout le temps. Mais oui, ça prend de la curiosité. Ça prend de curiosité pour dire... et de l'humilité, pour dire, moi, ça, je connais pas ça. Puis à partir du moment où je connais pas ça, je laisse la place aux autres personnes. T'sais, moi, ça m'arrive souvent de dire ça. J'ai pas d'opinion là-dessus, sérieux. J'ai comme pas de base. Fait que je vois pas pourquoi. Ça, c'est bien reconnaître ça. Non, mais ça, déjà, il y a ça prend ça dans ça le aussi, discours. on revient à la démocratie locale. Il y a des élus qui, soudainement, s'improvisent des experts. Un élu, c'est pas un expert. Puis c'est pas tant mieux. Mais c'est pas bien vu. C'est pas bien vu, pas savoir. Ça pourrait être un expert, mais au final, l'élu, on veut qu'il représente tout le monde. Donc, idéalement, on a quelqu'un de très versatile, quelqu'un qui a vécu plein de choses, puis qui a moins de biais cognitifs, parce que, tu sais, un expert, il va connaître son segment, mais il peut avoir une tendance obsessionnelle sur son segment qui n'est pas nécessairement bon pour tout le monde. Donc, mais tu sais, il faut de tout pour faire un monde, puis je veux pas caster les experts comme non éligibles au vote. Il y en a plein qui sont très versatiles aussi, même s'ils sont experts. Donc, moi, je pense juste que j'aimerais ça, entendre plus les élus dire ça. Tu sais, par exemple, c'est sûr que moi, j'ai beaucoup suivi le dossier Caribou. Par exemple, sur le dossier Caribou, tu peux pas dire une chose si tu n'es pas une personne qui a pas... Tu sais, je veux dire, le Caribou, c'est compliqué, connaître comment ça fonctionne. Moi, ça m'a pris, là, sérieux, là, 100 heures, si c'est pas plus. Juste, pour me mettre là-dedans. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des élus, pour revenir à la question, c'est qu'il y a des élus qui vont répondre à une question citoyenne comme s'ils étaient porte-parole
de la science autour du caribou. Plutôt que de dire, moi, je n'ai pas toute l'information là-dessus, mais voici ce que j'ai entendu des autres, ou du moins ce que j'ai compris des autres. Mais c'est sûr qu'on valorise ça, tu sais, quelqu'un qui parle avec confiance, qui a l'air de savoir ce qu'il dit en politique, veut pas, ça reste de quoi qui est gagnant. Si tu sais pas de quoi tu parles, mais si tu en parles avec comme si tu savais, ben ça peut être gagnant aussi. C'est plate de dire ça, mais ça peut être gagnant aussi. Peut-être, sauf qu'il y a un effet. C'est un sûr, effet de désinformation, sûr, parce que ce que tu dis, ça se peut que ça soit pas vrai. Hey, je fais une pause, là. Attends un peu. Moi, je suis tout mêlé, Julie. Là. Ouais. Formation en quoi qu'on a dit tantôt? Moi, je suis ingénieure. Ingénieur, mais tu as une formation de bac. Donc, j'ai mon bac en génie industriel. Oui. Et j'ai une maîtrise en économie du développement. Donc, on appelle ça... Dans le fond... les gens disent que génie industriel, c'est le plus social des ingénieurs, puis l'économiste, c'est le moins social des sciences sociales. Fait que moi, je suis comme un peu dans ce milieu-là. C'est où que le caribou prend la place là-dedans, puis le voir, journaliste, là, puis le BAP, puis... Ben là, c'est ça, mais l'économie, c'est la maîtrise. Puis après, là, en ce moment, je fais une maîtrise en biodiversité. Et l'histoire du caribou, ben écoute... Ça, c'est une histoire en soi. Voulez-vous aller là tout de suite? Juste peut-être comprendre, parce que ta question d'apprendre à te connaître une petite affaire. Juste un peu avant d'aller plus en profondeur dans des sujets. Tu veux savoir si moi-même, j'ai-tu assez d'expertise de parler du caribou? C'est ça, la question. Ouais, tu vas pas nous enfirouaper de même, là, parler d'experts. Exact, la fausse experte. Non, mais tu as un parcours, là, je veux dire, tu arrives... tu viens d'où? Tu disais que tu as des racines irlandaises. Écossaise, excuse. Ben moi, je suis une fille de la Montérégie, de la seigneurie, pour prendre les la seigneurie de Christiville. Non, mais pour vrai, la famille Forget, ainsi que la famille Reed, ça fait plus que 10 générations qui sont sur le bord du Richelieu. Puis les Reed, c'est des Écossais. Écoute, moi, mes parents, à leur retraite, ils ont mis à jour les généalogies. Donc, on le sait, c'est qui le premier qui est arrivé. Wow. Donc, c'est les Forgets, c'est des Normands, là, le cas classique, mais c'est quand même une des vieilles familles, les Forgets. Puis les Reed, c'est des Écossais. Puis eux, c'est intéressant parce qu'ils sont comme arrivés, les Écossais, dans prisonniers de guerre, tu sais, les guerres entre Wolfe et Montcalm en Nouvelle-Angleterre. Donc, c'est un prisonnier qui s'est ramassé à Châteauguay. Puis donc, de Châteauguay, ils sont arrivés dans Richelieu. Et évidemment, les Reed, c'était des anglophones, mais qui sont devenus très assimilés. Là. Moi, je n'ai pas grandi dans un univers anglophone. Je remarque que dans ma famille, il y a des tournures de phrases à l'anglaise, là, des espèces de résidus de probablement ces années-là. Alors, j'arrive de là, puis à 19 ans, moi, le plat pays agricole, j'avais envie d'autres choses. Je suis rentrée à Montréal, faire mon bac à l'École polytechnique, 2 ans après la fameuse tuerie qu'il y avait eu. Alors, c'était, je dirais, les moments de ma vie les plus égalitaires hommes-femmes que j'aurais jamais connus par après. Parce que ça a créé des conditions hommes-femmes incroyables. Dans le sens que dans les travaux d'équipe, tu sais, c'était comme... Mais à cause que tu allais à cette école-là, précisément. Oui, mais parce que c'était tabou de dire qu'une femme, c'est pas ci, un homme, c'est de même. Donc, tout le cadre, les filles sont de même, les hommes sont de même, ça n'existait pas. Il y avait vraiment une espèce de décorum incroyable, posturie, parce que dans l'école, il y avait encore des gens qui avaient fréquenté pendant ce moment-là. Oui, parce que la plupart avaient abandonné l'école oui. après ça. Et donc, ils étaient encore là, encore dans des traumas. Il y en a qui ont fait leur bac en 6-7 ans là, à cause de cet événement-là. Et c'est ça. Puis après ça, j'ai travaillé comme consultante, comme ingénieure industrielle pendant quelques années. Puis quand j'ai fait ma maîtrise en économie du développement, là, j'avais vraiment envie là, de comprendre les pays sous-développés, puis comment on passe d'un sous-développement à un développement. Puis donc, je me suis mis à travailler là, en Afrique, en Amérique latine, puis en Asie du Sud-Est, donc dans les pays là, qui étaient dans ces étapes-là. Puis quand tu dis travailler, est-ce que tu étais à ce moment-là, tu étais encore consultante Bien, là, en j'arrivais... Oui, c'est ça. J'ai été recrutée par SNC-Lavalin, notre très beau fleuron qui a tombé en château de cartes, qui s'appelle maintenant Atkins, parce qu'on avait quelques vice-présidents véreux. Hein. Comme le saumon. C'est triste... Atkins réaliste, oui, c'est ça. C'est triste parce que c'était vraiment comme si on avait les Nations unies à Montréal. Hein. Le bureau de SNC-Lavalin, c'était, je sais pas trop, là, comme 1000 personnes qui venaient de partout sur la planète parce que c'était comme
les gens, surtout les Africains, ils aimaient plus travailler avec les Québécois que travailler avec les Français ou les Britanniques parce qu'il n'y avait pas la relation aussi coloniale. Puis on est plus horizontaux aussi dans nos rapports d'affaires en général. Donc, SNC-Lavalin, évidemment, m'a envoyé partout sur la planète. Puis ce que je faisais à cette époque-là, c'est, dans le fond, quand tu as un gros projet industriel, c'est là que j'étais exposée à ce... Dans le fond, c'est ça mon plus gros champ d'expertise. C'est quand tu as un gros projet industriel qui s'installe dans une communauté qui n'a jamais eu un projet industriel, il y a tout un accueil à faire à ce projet-là, les dynamiques sociopolitiques, les dynamiques de pression, par exemple, des gens qui veulent le développement, puis d'un autre côté, tu as des lieux hyper fragiles, presque en agriculture de subsistance. Donc, c'est ça. J'ai fait ça pendant plusieurs années chez SNC-Lavalin, puis dans des firmes de consultation à mon compte. Puis, ça a culminé au BAP. Dans le fond, je suis devenue vice-présidente du BAP. Le Bureau d'audience Bureau des audiences publiques sur l'environnement. Oui, dans quelle année? Puis ça, c'est en 2018. Donc, dans le fond, j'ai commencé en 2008 à peu près, ou 2007, là, chez SNC-Lavalin. Puis en 2018... Tu as travaillé avec Louis-Gilles... C'était-tu Louis-Gilles Francaire? J'ai remplacé. Tu as remplacé Louis-Gilles Francaire. Ouais, exact. Okay. Puis là, le BAP, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est vraiment l'institution qui va examiner l'étude d'impact fournie par un promoteur. Donc, moi, quand j'étais à SNC-Lavalin, je contribuais à rédiger des études d'impact, à dialoguer avec la communauté, puis savoir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour ce projet-là. Est-ce qu'on peut le changer de place? Est-ce qu'on peut changer de scénario? Donc, un peu de la négociation communautaire. Quand le promoteur fait une étude d'impact, c'est-tu... Il engage au privé? C'est-tu du monde de son équipe? Comment ça marche? C'est-tu réglementé? Tu sais, mettons, là, je veux faire, je sais pas. Cimenterie, ouais. Mettons, une papeterie, là. Mettons une cimenterie. Du Pouzzalone, c'est quoi déjà? Pouzzalone. Puis là, je suis obligé de faire une étude d'impact, c'est ça que j'entends. Ouais, mais c'est-tu réglementé qui choisit, qu'il faut que je choisisse ou je peux prendre... tu sais, comment ça marche? J'appelle des scientifiques, mettons qu'on commence à la base. En général, c'est des consultants parce qu'il faut, quand je te parlais que c'était un peu les Nations unies ou même, je te dirais, le département de l'environnement chez SNC-Lavalin, c'était comme une faculté universitaire. Là, dans le fond, tu as tous les spécialistes que tu as besoin pour faire une étude d'impact. Je pense qu'on était, je sais pas trop, 350 à peu près. Là, chez SNC, c'était un des gros bureaux. Mais ici, il y a PESCA, Environnement, qui est organisé un peu comme ça, qui est plus petit. Là, je ne me rappelle pas combien d'employés qu'il y a chez Marjolaine Castonguay. Mais il y a comme... Dans le fond, ils ont un peu de toutes les expertises que tu as besoin. Parce que tu as besoin de voir, finalement, le milieu physique, le milieu naturel, le milieu humain, puis comment ça va déranger ça et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça dérange moins. Donc, en général, le promoteur, il n'y a pas encore... Tu sais, celui qui est nouveau, là, celui qui est un nouveau promoteur, ça arrive souvent, que c'est le premier promoteur de faire ça. Mais quand c'est une compagnie déjà organisée, c'est possible qu'elle ait certaines expertises pour faire l'étude d'impact, mais ils vont souvent coordonner. Tous les experts pour la rédaction de leur étude d'impact. Okay. Mais ce n'est pas réglementé dans le sens que qui signe l'étude d'impact. Puis ça, c'est un débat chez les spécialistes parce que ça pourrait être un indépendant pour s'assurer que le promoteur ne va pas jouer dans la rédaction de l'étude, par exemple. Mais pour l'instant, c'est libre. Ça peut être signé par quelqu'un qui travaille pour le promoteur. Exact. OK. Donc, c'est pas un peu bizarre, ça? Dans le fond, le système est un peu basé sur le fait que les professionnels en soi sont souvent membres d'un ordre et donc là, ils ne peuvent pas non plus écrire n'importe quoi. Puis là, quand ça arrive, ça, excusez, on est là, il faut un BAP, est-ce que c'est obligatoire maintenant? Pour certains secteurs, là, pour les mines, toutes les mines, c'est obligatoire. Je suis néophyte, fait que je vais poser des questions de même, fait que ça va parler à du monde aussi. C'est correct, oui, on en profite ensemble. On entend ça, ils n'ont même pas fait de BAP. Comment ça, ils ont pu faire ça? On espère juste que les gens vont rester parmi nous. C'est pas un sujet... Moi, je pense qu'en Gaspésie... ça se pourrait. C'est pas un sujet super le fun. On va trouver oreille à ces propos-là, je pense. C'est ça. Mais bon, donc, mais pour en venir à... Finalement, quand je suis arrivée au BAP, ce qui était vraiment intéressant, c'est que là, pour moi, c'était la première fois que j'étais au service public. Moi, je suis une fille qui venait du privé, qui accompagnait, dans le fond, les promoteurs privés. Évidemment, il y en a qui disent que des consultants comme moi, on essayait de faire passer les projets. Mais tu sais, des fois, des consultants comme moi j'étais du type assez progressiste, donc je travaillais pas nécessairement avec tous les projets. C'est sûr que je trouvais que c'était pas des projets gagnants. Je me dis, à choisir. On va y aller avec un projet qui m'intéresse davantage.
C'est ça. Puis là, quand je suis arrivée au BAP, j'ai beaucoup aimé le service public. Je me disais, c'est le fun parce que là, dans le fond, je ne défends pas un projet. Et puis, j'avais pas le cœur militant, là, tu sais, je veux dire, je suis pas une militante, là, comme, tu sais, j'en connais, là, des gens, j'ai des bons amis, là, qui sont militants depuis toujours. Puis moi, ben, j'étais toujours un peu dans cette neutralité-là. Hein. Dans le fond, je suis avec un projet, mais j'essaie de trouver le compromis. C'est pour ça que, encore aujourd'hui, je dis que je suis une conciliatrice de territoire. Tu sais, je suis une fille de nuances qui essaie de trouver le meilleur scénario pour tout le monde, évidemment avec plein de compromis, plein de désavantages. Puis personne, dans le fond, il faut que tout le monde soit un peu gagnant, un peu perdant, égal. Hein? C'est un peu ça l'idée de la conciliation. Mais quand je suis sortie du BAP, je me suis dit, moi, je ne retournerai pas dans le privé, dans le sens que j'aime bien cette posture de service public. Mais j'avais remarqué, quand on arrivait aux audiences publiques, moi, j'étais, disons, la présidente de la commission, j'écoute les gens parler, je voyais que les municipalités puis les MRC étaient très mal préparés. Fait que là, on arrive avec un promoteur super bien préparé, qui a son équipe de consultants. Là, des fois, là, on parle de 15 personnes qui remplissent la salle du BAP, d'ailleurs, souvent. Et tu as la municipalité qui arrive puis qui pense que c'est là que ça va se passer, la négociation. Alors qu'elle aurait dû commencer ça il y a 3 ans, là, dès que le promoteur arrive sur le terrain. Là, parce que tu peux changer des choses. Là, tu peux vraiment dire, non pas là, ailleurs. Ou là, mais voici ce qu'on voudrait en guise de protection de la communauté. Bon. Alors, je me suis dit, tiens, je vais aller faire ça. Alors, après ça, c'est ça. Maintenant, je suis encore dans le monde des grands projets et de l'insertion ou de l'accueil du grand projet, mais je suis du côté des municipalités. Et même, des fois, les municipalités sont très proches des mouvements citoyens. Donc, des fois aussi, moi, dans le fond, ma zone de confort, c'est de leur donner de l'information, leur donner les outils. Puis après, eux, ils font ce qu'ils veulent avec les outils. Mais souvent, tu sais, moi, j'appelle ça l'asymétrie des connaissances. C'est que, tu sais, la mine... L'asymétrie, pas la symétrie. Non, l'asymétrie. Et à l'apostrophe, asymétrie. Parce que, dans le fond, le citoyen et les municipalités, puis là, on parle de municipalités, tu sais, la majorité des municipalités au Québec, là, c'est 4-5 employés, là, c'est pas des grosses municipalités. Donc, comment ils font pour se faire une tête sur un projet minier avec 1000 pages d'études d'impact et tout? Et même, là, c'est compliqué, un projet minier, plus qu'un projet éolien, mais même le projet éolien, il y a des subtilités à comprendre. Donc là, moi, dans le fond, je suis engagée par la municipalité pour leur donner là, les connaissances que j'ai. Moi, j'ai travaillé à peu près dans tous les secteurs. Quand j'étais chez SNC, là, c'était très multisectoriel. Donc, on est capable de savoir les enjeux récurrents là, d'un projet. Puis, dans le fond, je leur transmets cette connaissance-là. Puis là, je leur dis, bien, moi, si j'étais vous, voici ce que je demanderais. Puis là, après, eux autres, s'ils disent, oh, moi, on ne veut pas faire ça, ben là, ça leur appartient. On peut-tu prendre une petite pause, pas d'aller à nulle part, là, juste une petite pause intellectuelle, parce que là, tu dis beaucoup de mots qui font plein de sens, mais c'est énorme. Il y a vraiment beaucoup d'affaires. En tout cas, moi, c'est des sujets, c'est pas un sujet, là, mais ce dans quoi on navigue, là, j'adore ça. J'ai pas les connaissances, j'ai pas les expertises. Je suis un citoyen qui essaie de comprendre. T'as la curiosité, en tout cas. Oui, c'est ça. Je suis un citoyen qui habite un endroit et qui essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais là, tu as dit beaucoup de mots. Puis là, moi, j'ai... Non, excuse-toi pas. Non, mais c'est pour ça que je vous avais dit que si on rentre là, c'est plus... parfait. Non, c'est pour ça qu'on est là. C'est plus dense. C'est la raison de ce balado. Oui, c'est ça. Prendre le temps. Comme je dis, j'adore ça. Je veux quand même prendre un petit moment juste pour... Ouais, moi, je vais boire de l'eau. Ouais, bois de l'eau. Là, parce que moi aussi, j'ai dit beaucoup de mots. Fait que, je vais boire de l'eau. Moi, j'ai hâte de voir si Martin va être capable de faire une vraie pause ou il va parler tout le long de la pause. Hey, regarde, il y a... tiens. Il y a un rat musqué. Un petit rat musqué qui passait. Bon, tu vois, ça, c'est le genre de pause que j'avais besoin. Là. Captimédia n'a pas eu le temps. Ouais. Il a peut-être... Ouais, ça avait l'air d'un bout de bois. Regarde, il est l'autre bord. Là. Il est en arrière. Je vais enlever mon... Ton sou. Oh! Oui, puis c'est ça, c'est absolument pas un reproche d'aucune façon. C'est fascinant, j'adore ça. C'est juste que c'est dense. Je trouve ça extrêmement dense. Puis je voudrais ramener ça à... Toi, ça va? Mais c'est parce que moi, j'ai plein d'images. Je pense à la cimenterie, je pense à ce qui se passe de l'autre côté de la baie présentement. Je pense aux caribous. D'ailleurs, bon, là, les caribous, on s'en sortira pas. Il va falloir qu'on en parle, je pense. Saint-Pierre.
Mais, C'est ça aussi, là. Moi, j'étais comme... Petite pause. Juste une petite pause santé. On va y revenir. Qu'est-ce qui t'a amené en Gaspésie? C'est bon, ça, on change. Moi, je pense que ça fait longtemps, là, quand je suis revenue justement d'Afrique. Moi, j'ai habité 3 ans à Kigali, au Rwanda. Puis quand je suis revenue, j'arrive en ville. Puis presque tous les projets sur lesquels j'étais dans les fins fonds des bois. J'étais toujours dans les régions éloignées, les régions frontières, les régions tout perdues. Puis moi, j'adore ça. Et je revenais en ville à chaque fois. C'était toujours Montréal, ma base. Mais oui, j'étais un peu épuisée de faire de la route pour me rendre dans la région éloignée. Donc, en 2013, je commence à chasser comme une place où j'avais envie d'aller. Je considérais, Kamouraska, Baie-Saint-Paul, des 2 bords, parce que c'était un peu moins loin de ma famille à Montréal. Évidemment, dans mes grandes questions, j'avais Rive-Nord, Rive-Sud du fleuve, puis finalement, j'ai quand même conclu Rive-Sud parce que il y a de l'automne, ça Rive-Sud. La Rive-Nord du fleuve, là, après Québec, là, c'est jaune, c'est juste du boulot. Il n'y a pas d'érablière tant que ça. Donc là, je voulais ça. Donc, je choisis Rive-Sud. Puis quand j'arrive à explorer un peu dans Bas-Saint-Laurent, je trouvais qu'il y avait beaucoup de villégiateurs que moi, j'appelle les contemplatifs. Celui qui s'installe la fin de semaine, il regarde son fleuve, son verre de vin, il prend des photos, puis il retourne en ville travailler. Je trouvais qu'il y avait il y avait pas une assez grande relation au territoire. Des gens qui habitent le territoire, qui vivent avec, qui veulent le développer, qui réfléchissent à ce qu'ils pourraient faire avec ça. Fait que finalement, je me dis, tiens, je vais aller un peu plus loin. Je commence à investiguer, justement, là, Saint-Anne-des-Monts, Mont-Louis. Puis là, quand je suis arrivée là, à Mont-Saint-Pierre, dans la vallée glaciaire, je regardais ça, puis je me suis dit, ça, c'est la plus belle place que j'ai vue au Québec, je pense. Tu sais, un peu le Wyoming, c'est bords, là. C'est une version du Wyoming. Puis je me disais, moi, qui approche de mes 50 ans, pourquoi je ne pourrais pas vivre dans la plus belle place du Québec, évidemment, selon moi. Et voilà, c'est comme ça que je me suis dit, moi, je voulais vivre dans un des petits villages de vallée glaciaire de la Haute-Gaspésie. Première fois, j'entends ça, vallée glaciaire. Je savais pas comment ils faisaient ça. Puis dans le fond, ça fait 3 ans, et demi à peu près, là, que j'ai fait Saint-Anne-des-Monts au début, puis après, je suis allée vers Mont-Louis. Oui, c'est ça, c'est que c'est vraiment... Ben, tu sais, c'est surtout que les Appalaches rencontrent le fleuve. Et c'est ça, c'est vraiment... Tu sais, t'as comme... Je pense à peu près 5 km avant rattraper la montagne. Puis c'est vraiment des vallées glaciaires. Puis c'est comme ça que ça a été, tu sais, comme la glace a vraiment ramassé, là. Et d'ailleurs, c'était très agricole. Quand on regarde les vieilles photos là, de ces vallées-là, c'était... c'est le coin d'Esdras-Mainville. La dernière ère glaciaire. Oui, si vous voulez savoir à quel point Mathieu puis moi, on n'a aucune idée de ça, allez écouter l'épisode avec Christian Fraser. Christian Fraser, il est géologue, géographe, on ne sait pas trop. On parle de Rochemer et de dinosaures. On parle surtout de notre incompréhension de tout ça. Hey, c'est bon qu'on n'a rien compris. Mais ouais, c'est ça, fait qu'on comprend pas plus là. Mais ce qui est cool, c'est que quand tu regardes dans l'histoire, là, à La Martre, ils ont plein de vestiges archéologiques parce que l'eau, le fleuve, là, c'est plus haut là, par là. Donc, les populations autochtones sont arrivées, puis c'était la mer de Champlain là, qui était très élevée, puis dans ce coin-là, évidemment, c'était le golfe et tout ça. Puis donc, les artefacts sont très hauts. En ce moment, là, je ne sais pas à combien de mètres, là, mettons 200, 300 mètres. Puis c'est là qu'ils sont restés préservés parce que le village, lui, est développé à 0 mètre. Mm-hmm. Alors, puis là, en ce moment, ils vont faire tous les travaux. Imagine, la Marthe n'a pas d'eau potable encore dans le village. Puis en faisant les travaux, ils vont trouver plein de choses. Donc, c'est super intéressant parce que, oui, c'est lié au fait que la montagne était haute puis qu'il y avait de l'eau. Hein. Mais c'est correct. En Gaspésie, il y a plusieurs Gaspésies. Moi, je connais pas grand-chose non plus de la baie des Chaleurs. Puis, il y a Côte-de-Gaspé. Moi, j'ai l'impression qu'il y a comme 3 Gaspésies à peu près. 3, 4. Oui, il y a 5 MRC, mais c'est comme... Mais il y a des plateaux, la baie, le côté nord. Puis, tu sais, comme c'est loin, on se visite pas tant que ça, tu sais, au final. Oui, c'est ça, c'est des grandes distances, même sur une MRC. J'écoutais l'entrevue que tu as faite avec Télé Soleil. J'écoutais ça un matin en déjeunant, puis tu parlais de
de déficit démocratique qui était un peu causé par la distance, entre autres. Tu sais. Se taper 60 km pour aller à ton conseil municipal, c'est pas évident. Là, le conseil de la MRC, tout le 120 monde... allers-retours. Nous autres, on dit que le conseil de la MRC devrait faire... devrait être toujours à chaque village, parce que là, c'est toujours Saint-Anne-des-Monts qui est avantagé pour l'accès à l'information, parce que la MRC, ça travaille là. Puis ça ne l'empêcherait pas. Elle pourrait utiliser les salles des autres des municipalités pour faire les conseils de la MRC. On a-tu fini la pause? Moi, je vais retourner, là, parce qu'il m'a manqué de temps. Tu peux enlever ta chemise, Non, c'est ça qui me protège du soleil. Là, moi. Non, quel soleil? Quel soleil? On s'en reparlera demain. C'est ça. Non, Julie a amené la crème solaire, on est good. On est correct. Ouais. OK. On rentre-tu dans le caribou? On peut se baigner, là. Non, mais moi, j'ai eu goût de savoir. Le caribou... Avec le rhum musqué, on peut aller se baigner. Je t'avais... Non, mais là, tu as expliqué ton emploi et tout. Fait que, tu sais, peut-être le caribou, oui, mais sur quelle municipalité en ce moment t'accompagne, puis sur quel projet? On a le droit d'aller là? Bien, en fait, je travaille surtout pour les municipalités ailleurs, extérieur. En Gaspésie, ouais. Parce que, dans le fond, il y a aussi que, comme j'étais chroniqueuse au Graphici, j'aimais l'idée que je sois quand même assez indépendante. Ouais. Fait que pour l'instant, j'ai pas une grosse clientèle. Okay. Caribou d'abord. Puis, ouais, effectivement, même si j'en avais, est-ce que c'est... Bon, c'est une bonne question. Est-ce que c'est intéressant publiquement? Je sais pas. Mais pour l'instant, non. En Gaspésie, j'ai pas un contrat actif. Avec, mais même pas Mont-Saint-Pierre, là, avec ce qui s'est passé récemment? J'accompagne les citoyens, mais dans ma communauté, en Haute-Gaspésie, je considère que je suis une citoyenne. Wow, OK. Fait que là, donc, je le fais bénévole. Un engagement comme citoyen. Ouais. Bénévole. Oh boy. Je l'ai dit plus fort. C'est quoi la... Vas-y, c'est quoi la distinction? Non, mais dans le sens que c'est sûr qu'il y a des choses que je fais avec ma communauté qui sont... qui pourraient être payées. Oui, exact. Ah, mais ça, là, c'est on en parle. Ça fait partie des biorégions. Ouais. L'expertise humaine que, tu sais, je veux dire... mais c'est pas juste... Exemple. C'est pas juste moi, en passant. Dans mon groupe, il y a vraiment du monde super qualifié. Exact. Mais moi, où je veux amener, c'est qu'au-delà de nos emplois, je trouve ça vraiment intéressant quand on utilise comment on s'est formé, notre expérience pour aider notre communauté à avancer. Exemple, là, j'ai étudié en psychoéducation, 13 ans dans les écoles, suivi, relations d'aide. On a déjà parlé avec Laurence, entre autres. Mais tu sais, quand il y a des amis qui m'appellent puis que genre, tu sais, qu'on parle de leur enfant ou quoi que ce soit, tu sais, ça c'est une façon de s'organiser aussi. Là. Je le fais bénévolement aussi. Là. Mais ça, je trouve ça le fun. C'est une ressource que je trouve c'est une façon de s'organiser, puis c'est une richesse qu'on a, que moi, qui a complètement un autre sens. Tu le fais parce que tu le fais bénévolement, parce que t'aimes où t'habites, tu as le goût de partager. Il y a comme une autre signification. Oui, puis au début, pour vrai, j'étais irritée. Je vais être honnête. Ben oui. J'étais comme irritée, puis je comptais un peu mes heures. Ouais. Ah oui, j'aime ça. Belle franchise. Ouais, j'étais comme... J'ai compté dans un esprit de me dire, là, Julie, ton salaire va réduire si tu fais autant d'heures, parce qu'à un moment donné, il y a quand même... Faut que tu dormes. Hein? Puis là, je fais des blagues souvent avec les gens... je veux dire, mon groupe d'amis en Haute-Gaspésie. Je dis, là, moi, ça se passe 6 à 8, puis 6 à 8. C'est dans le fond, 6 à 8 le matin, avant que la journée parte, puis 6 à 8 le soir. Bon. Mais, tu sais, c'est... Il y a quand même aussi quelque chose d'excitant là-dedans. Ça crée du lien. Puis moi, je me dis des fois, d'avoir manqué un film sur Netflix, c'était-tu bien grave? Hein? Non. Fait que c'est pas... Tu sais, au final, c'est pas grave. Mais quand j'ai arrêté de compter, ça m'a beaucoup soulagée. Parce que je trouvais qu'en comptant, je me mettais une pression. Puis finalement, je me disais, tu sais, c'est quand même socialement important. C'est juste que le constat principal que j'ai fait, c'est que moi, j'étais un peu... tu sais, je suis très professionnelle. Je suis une fille qui vient du corporatif. Je suis une consultante qui sert mon client avec des beaux documents. Mais ça, en bénévolat, c'est pas facile. Parce que comme tu n'as pas de ressources, on dirait que tout ce que tu livres, c'est comme brouillon. C'est pas comme tu aurais voulu. C'est intéressant, ça, que puis ça me force à... Puis on dirait que je suis pas capable encore là, de réduire mes standards. Donc... Mais je me dis, si je le fais pas, je vais emmener moins large, puis ça va être moins intéressant pour les citoyens qui ont besoin de certaines choses. Mais il faut aussi, c'est aussi là, il y a tout un discours là-dessus. Là, je pense d'ailleurs au festival Le Virage, là, qui a lieu le 27, 28, 29. Il y a tout un volet sur la santé. Est-ce que tu vas être là? Je sais pas. Il y en a un autre dans le Bas-Saint-Laurent aussi, pas longtemps après. Puis, dans le fond, c'est toute l'idée aussi qu'il faut que tu dises que tu as le droit d'être en jachère aussi. Tu as le droit de dire que...
C'est correct. Puis moi, c'est pas comme si les gens dans la communauté, ils me reprochent de rien faire. Là. Je veux dire, Non, c'est il y a l'exigence personne- que tu... Ben oui, il y a personne qui à se toi-même, reproche, là. sont contents, puis en plus, il y a full d'entraide, là, puis c'est pas juste moi, là, il y a comme plein de monde là, qui passe beaucoup d'heures, puis même bien avant moi aussi, avant que j'arrive en Haute-Gaspésie. Donc, mais c'est juste que oui, pour moi, c'est un nouvel univers. J'ai pas que je faisais pas de bénévolat avant. Tu sais, par exemple, à Montréal, j'étais beaucoup avec Suicide Action Montréal. Je faisais des téléphones puis de l'entraide. Mais c'est un bénévolat qui est différent parce que je n'étais pas impliquée. C'était pas dans ma communauté. J'aidais d'autres mondes. Puis même comme consultante, tu sais, je suis dans un projet, dans une autre région, puis j'habite pas là. Donc pour moi, toute la posture, je veux aider ma communauté, puis je dois me positionner par rapport à des enjeux et que je peux avoir de l'intimidation douce, là, tu sais, juste de... L'intimidation douce. Non, l'histoire du caribou, elle va vous permettre de comprendre. C'est que dans le fond, dans certaines communautés, juste avoir une opinion différente des leaders en place, c'est vu comme divisif, alors qu'avoir une opinion différente des autres, c'est une richesse. Dans le fond, plus il y a d'opinions différentes, plus on construit quelque chose, puis ça vise... Tu sais, même le capitalisme est construit là-dessus, sur la notion que la concurrence amène de l'innovation puis de l'excellence. Donc, c'est la même chose avec les idées. Puis là, je sais que pas tout le monde qui est d'accord avec les principes de capitalisme, mais moi, je suis convaincue que le choc des idées fait avancer, nous aide à résoudre un problème. Puis si on n'a pas le droit ou que c'est pas valorisé dans une communauté d'avoir une opinion différente, mais là, on n'aura pas le choc des idées qui va nous aider à résoudre un problème et on stagne. Puis je crois que la Haute-Gaspésie, ce qui est difficile, puis je crois que la MRC de Rocher-Percé qui a aussi cette sensation-là, c'est la sensation de stagnation. Il y a plein de richesses dans ces deux régions-là, mais elle est à qui, elle va où, mais les indicateurs ne montrent pas que c'est des régions qui montent. Depuis qu'on mesure la vitalité des MRC au Québec, donc ça fait 25 ou 30 ans, je pense, la MRC de la Haute-Gaspésie et Rocher-Percé, c'est les deux dernières qui se l'échangent. Sur 160... Sur 144, je crois? 140... 120? Je me rappelle plus. En tout cas, une centaine de Ouais, MRC. une centaine de là, MRC, ouais. Entre 100 et 200, on est bon dernier dans ces catégories-là. Oui, puis les autres en Gaspésie sont pas beaucoup plus hautes, sauf... De vitalité, là. Ouais, sauf Côte de Gaspé, qui est, je Mais là, pense... attends, la vitalité, c'est quoi, là? Vitalité, c'est la migration, négative versus positive. Je crois que c'est le revenu. l'économie là-dedans, Ouais, oui. le revenu par capita. Puis, quel est l'autre indicateur? Ça doit être l'éducation. Mais ça, à vérifier. OK, ouais. À vérifier. Non, c'était juste pour... Mais oui, mais c'est ça. Ça a des impacts. C'est sûr que ça a des impacts. Et ça a aussi des impacts positifs. Les élus pourraient dire Moi, ça, à vérifier. C'est une belle Ouais, façon de mais dire pour à vrai, là, je vérifier. ne suis pas Excuse-moi, 100% sûre des trois indicateurs. Il y a deux, là, il se rajoute des affaires, mais il y a deux points que j'aimerais nommer. Sa tête va exploser. Non, mais j'adore ça. Moi, je trippe, là. Je trippe au coton, là. Moi, j'ai du fun Vas-y, de ce vas-y, genre vas-y, de conversation-là. Là. Vas-y. J'adore. Moi qui pensais que j'allais me faire poser c'est quoi ma couleur préférée. Ben oui. Ah, Ça s'en vient. J'étais prête. On a vraiment ce profil-là. Ça s'en vient. On pense que c'est vert, mais bon, on en reparlera. OK. Dans ce que tu as dit, au niveau du bénévolat, il y a deux choses. Je vais nommer les deux choses, puis après ça, je vais essayer d'expliquer un peu qu'est-ce que je veux dire, où j'aimerais qu'on essaye d'aller avec ça. Déficit démocratique et revenu de base garanti. Deux choses que j'aimerais déposer. Quand je dis déficit démocratique, quand tu parles de bénévolat, et toi, tu as une expérience, là, tu nous as conté ça, mettons qu'on te croit, là. c'est hallucinant, là, c'est une Depuis expérience. Roxane Bouchard, maintenant, il est plus pareil. Non, c'est ça. Moi, Excusez. Roxane, elle m'a cassé, là. Avec l'expérience que tu as, Oui. déficit, tu as une super expérience, tu as travaillé dans des grosses compagnies, et là, tu arrives comme bénévole, et tu te sens un petit peu, en tout cas de ce que j'ai entendu, un petit peu dépourvu, tu n'as pas les mêmes outils, t'as pas... Fait que là, moi, ce que ça me fait quand tu dis ça, c'est my God, déficit. Tu sais, il y a une inégalité hallucinante quand, mettons, une minière débarque dans une communauté avec sa trolley d'expertes et que la MRC est là, puis ils auraient dû en parler il y a 3 ans, mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils n'ont pas les ressources. Mais ça, c'est un niveau. Mais mettons l'autre niveau que moi, je parle avec le bénévolat, c'est que dans le cas du caribou, c'est la MRC de la Haute-Gaspésie qui mobilise les connaissances et les ressources de la Gaspésie
pour dire qu'ils sont contre la protection du projet pilote. Alors, dans ce cadre-là, là, c'est des ressources bénévoles, citoyennes. Moi, c'est là que j'ai trouvé ça dur. Je me dis, moi, je mets 100 heures ou plus pour comprendre un enjeu parce que je pense que les citoyens de la Haute-Gaspésie ont le droit d'avoir une je ne veux pas dire une contre-opposition parce que c'est pas ça, mais une autre vision de ce que pourrait être la protection du caribou en Haute-Gaspésie. Ouais. Ben moi, je trouve ça extraordinaire que tu le nommes parce que tu viens d'un autre milieu. C'est comme si tu avais vu les deux côtés de la médaille ou que tu voyais les deux côtés de la médaille. J'ai toujours été payé pour réfléchir. Mais c'est quoi la solution? Moi, ce que je veux dire, c'est quoi la solution? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de groupes citoyens comme ça qui n'ont pas ben oui, c'est sûr. une Julie Ce que avec moi, eux je vis, autres. c'est rien d'original. C'est juste que moi, comme je venais d'un univers toujours payé, ça m'a comme un peu indigné au début. comprends. Mais Alors que plein de monde, ça les indigne pas, là, parce qu'ils ont toujours été des militants. Je pense qu'on ne prend pas la mesure de ce que ça crée comme inégalité à protéger un cours d'eau, à protéger les caribous, etc. Le revenu de base, je veux juste dropper. Mont-Saint-Pierre aussi. Là, oui, c'est ça. On finit, je vais donner l'exemple de Mont-Saint-Pierre. Non, mais attends, je veux juste... Je sais qu'il n'y a pas de solution, mais c'est quoi l'alternative qui existe? Tu sais, le déficit... Mais je pense que par rapport au déficit. Oui, bon, OK. Revenu de base. Là. Mettons, revenu de base, l'idée du revenu de base, c'est de faire en sorte que tout le monde ait au moins le minimum pour subvenir à ses besoins de base. Okay, et là, ça libère des gens qui pourraient dire, OK, moi, pendant les 5 prochaines années, je me consacre totalement, je mets mon énergie là-dedans et le reste, je le sais que je n'aurai pas de problème à payer mon loyer. Après ça, bon, si tu veux vivre dans une maison non, ça je comprends, mais en ce moment, le revenu de base, il n'est pas là, c'est pour ça que... j'avoue que ça serait une solution possible. Mais c'est parce qu'on parle de démocratie depuis tantôt, puis tu sais, quand j'entends ton histoire, pour moi, c'est très, très, très concret, là, c'est très réel, puis je pense à plein d'amis qui... Je veux dire, ce que tu dis là, on le vit, on est comme, ben oui. Mais disons qu'effectivement, en ce moment, on ne l'a pas, le revenu minimum garanti, puis il n'y a pas une super adhésion sociale à ça. Une des raisons est probablement ce que tu viens de nommer, c'est que ça crée du monde qui peuvent se mettre en résistance. Non, mais tu sais, c'est sûr qu'ils pensent à ça, les gens qui ne veulent pas le donner. Mais moi, j'ai quand même certaines idées favorables au revenu minimum garanti, mais c'est un point de vue capitaliste, tu vas voir. Mais je reviens à la solution dans un cadre où on n'a pas de revenu minimum garanti, c'est que c'est le regroupement. Puis nous, c'est ça qui est arrivé en Haute-Gaspésie. Quand il y a eu le rejet en bloc des aires protégées, ça nous a vraiment mis à terre. Parce que, dans le fond, ce qu'on s'est rendu compte, les aires protégées... Rejet en bloc, c'est juste parce que quand tu drops ça, il y a quand même un contexte. Le contexte, c'est que, dans le fond, le gouvernement du Québec, au mois de juin 2024, a lancé un appel à projet pour des aires protégées partout au Québec. Puis là, dans le fond, à partir de là, il y a des citoyens. L'idée, c'était de savoir quelle partie du territoire au Québec les citoyens voulaient protéger. Donc, les lieux où ils sont attachés, où ils pensent que ça va régler un problème. Parce que dans le fond, ce qu'ils voulaient, le gouvernement, c'est avoir... Puis ils cherchaient le sud du Québec. Là, parce que dans le nord, on a plein d'aires protégées, et comme il y a moins de monde. Mais dans le sud, il en manque. Puis on a plus de monde. Alors, ils se sont dit, bien, on va demander aux gens où vous seriez prêts à ce que finalement, ça soit un peu un sacrifice, dans le sens que vous ne pourrez plus faire de terre agricole, vous pourrez plus... Il y a des choses que vous ne pourrez plus faire à cause que vous protégez. Puis ça a eu un méga succès. Là, genre, ils ont eu plus que 500 propositions partout au Québec. Puis là-dessus, il y en avait 20 quand même en Haute-Gaspésie. C'est la majorité des aires protégées venaient de la Haute-Gaspésie plutôt que du reste. Donc, il y a eu une forte mobilisation citoyenne pour proposer des aires protégées. Puis, étrangement, quand je vous dis que les distances en Haute-Gaspésie, chaque vallée glaciaire, c'est une zone d'information qui percole pas à l'autre vallée nécessairement. Puis quand il y a eu le rejet en bloc, dans le fond, c'est que les MRC pouvaient donner un veto. Donc, les MRC, dans le processus, le gouvernement du Québec avait donné un veto aux MRC, mais c'était pas un veto, c'était plus de dire, c'était plus une manière de trier les projets frivoles des projets intéressants. Puis il y a certaines MRC qui ont fait ça en Gaspésie. Les 5 MRC, ils ont enlevé les projets frivoles. Ça pouvait être... Puis des fois, il y avait même des projets d'autres personnes qui habitent même pas en Gaspésie. Et il y a des MRC qui ont toutes laissé passer parce que les citoyens, ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de cartographie, ils ont fait des dessins à main levée, mais c'était ça le but. L'idée, c'était juste de dire où vous êtes attaché au territoire, faites-le à main levée. Après, dans le fond, le gouvernement va les étudier avec leurs spécialistes. Là, le gouvernement, il y a toute une gang de spécialistes qui peuvent vérifier ça, on ne peut pas faire ça à cause de ça, on peut faire ça à cause de ça. Puis là, ils vont faire une délimitation plus fine. Mais entre le moment du gouvernement et le moment du citoyen, il y avait un moment
des MRC, puis ça se passait le 27 novembre 2024. Partout au Québec, c'était à la même date, je pense, à peu près. Et il y a eu 2 MRC, je pense. Encore là, je vais dire à vérifier parce que quand on est bénévole, on n'a pas le temps de tout vérifier tout le temps. On n'a pas d'adjoint qui C'était pas la vérifier. majorité des MRC qui ont fait ça. Là. Non, la majorité des MRC ont fait un tri, comme je vous l'ai dit. Là. Ils ont enlevé les projets frivoles puis ils ont laissé passer d'autres. Il y a même des MRC qui ont elles-mêmes proposé les Des aires protégées. Oui, puis ils ont accompagné les citoyens. Donc, elles ont mis de l'énergie d'accompagnement non bénévole pour aider les citoyens. Notamment en Outaouais, dans les Laurentides, où les MRC, certaines MRC peuvent être plus proactives pour les aires protégées. C'est très villégiateur, ils ont quand même envie de ça. Et donc, pour en venir à finalement le 27, c'est que je pense qu'il y a eu 2 MRC qui ont rejeté en bloc, puis d'autres qui ont aussi rejeté généralement avec, je pense, certaines conditions. C'est quel MRC qui ont rejeté? Écoute, il y a au Gaspésie, je pense, Okay, c'est Manicouagan. On peut focuser là-dessus parce que l'idée, il y avait quand même un message politique en arrière de ça. De ce que la MRC dit, de ce que j'ai compris, c'est que la MRC a dit, nous, on utilise ça comme un levier politique pour accéder à quelque chose d'autre. Plein d'autres choses. C'est ça. On était rendu parce que... Mais dans les faits, dans la réunion qui a eu lieu, c'était, dans le fond, au départ, elle avait fait une résolution pour demander plus de temps, puis elle avait un argument qui était, déjà, on a le projet Caribou, tu sais, de protéger du caribou, puis il n'est pas fixé encore. Donc, ça serait bien de savoir qu'il soit fixé avant qu'on pense aux aires protégées. Puis c'est correct. Ça, c'était un argument qui marchait. Puis les gens avaient assez... Bon, on comprenait l'idée, là, les citoyens qui ont proposé comprenaient cette idée-là de temps pour que l'histoire du caribou soit réglée avant qu'on passe aux aires protégées. Mais dans la même réunion, ils ont pris une pause, puis à la fin, là, il y avait une grosse mobilisation pour le rejet en bloc. Puis là, tout ça, ça a paru très étrange aux citoyens, mais évidemment, il y a plein de citoyens qui n'ont aucune expérience avec les conseils de MRC. C'est pas couru, là, les conseils de MRC. Il n'y a jamais personne qui va là. Non, puis là, il y a 22 projets qui sont déposés et c'est pas c'est pas tout sur le coin d'une table. Là. Moi, j'en ai lu une coupe, puis c'est des mémoires. Il y en avait 2 qui dont étaient... le tien, là, sur le caribou. Tu l'avais-tu déposé? C'était-tu... Ça, c'est une autre affaire, le caribou. C'était pas par rapport à une aire protégée. Ça, c'est vraiment les aires protégées. Mais où je voulais en venir avec cette histoire-là, c'est que dans la soirée, finalement, ils ont rejeté en bloc et ils étaient contents, ils étaient fiers, ils ont fait des... Là, je dis ils ont étant la MRC ou le Conseil des maires. Ils étaient contents? Ils ont fait des entrevues pour montrer un peu, peut-être dans l'idée de ce que tu dis. Moi, je ne veux pas leur prétendre des intentions, je ne le sais pas. Moi, c'est ce que j'ai compris. Mais le lendemain, il y avait quand même des entrevues qui disaient qu'ils rejetaient en bloc et qu'ils n'étaient pas les seuls à l'avoir fait. Puis ça, je veux dire, encore là, il faudrait vérifier, là, c'est qui a fait ça, puis c'est pas facile comme information à obtenir. Là. Mais en gros, la Haute-Gaspésie disait non aux aires protégées. Puis l'argument qu'on veut que ça soit réglé avec le caribou avant, ça marche. Mais l'autre argument après qui est sorti, c'était que la vision des néo-gaspésiens... Ils ont comme mis ça un peu sur le dos des néo-gaspésiens. Puis là, je dis « on », c'est peut-être juste le porte-parole qui a dit ça. Et ça, c'était en première page du Devoir. Alors ça a créé une indignation inédite, dans le fond, en Haute-Gaspésie. Et légitime. Et je dis inédite parce qu'on me l'a dit. Évidemment, moi, je n'ai pas habité en Haute-Gaspésie depuis plein d'années, mais les gens étaient vraiment... tu sais, comme un élan citoyen de protéger. Puis il y en avait 2 à protéger qui étaient appuyés par les municipalités. Fait qu'il y avait la Rivière-Madeleine, donc Sainte-Madeleine de Rivière-Madeleine, le plus long nom municipal du Québec. J'ai lu ça. Et la Martre, donc ces 2 villages-là avaient endossé le projet d'à protéger de leurs citoyens. Et il y avait aussi un parc marin ou une aire protégée marine qui était proposée par le comité ZIP notamment et des citoyens. Ces 3-là, ils étaient quand même assez d'envergure, assez intéressants. La Martre, c'est un projet pour aider à la protection du caribou, mais avec une espèce d'esprit de compromis en disant... Oui, protégeons l'arrière-pays de la Martre parce que, tu sais, dans le fond, le parc national de la Gaspésie, tu sais, il y a un trou comme ça. Là. Au début, c'était tout rond, ça. Puis, il y a eu un décret pour autoriser les mines Madeleine à l'époque. Puis là, ils sont installés. Là, il y a plein de chasse. C'est un des lieux les plus lucratifs de la réserve des Chic-Chocs en ce moment, ce lieu-là. Et c'est aussi un lieu convoité pour le ski, le ski hors-piste.
Mais ce trou-là, en réalité, si on retrouvait ça, ça aiderait les caribous parce que c'est comme une zone... c'est juste à côté du parc, juste à côté du Mont-Jacques-Cartier. Le Mont-Jacques-Cartier, il y a ça à gauche, puis à droite, tu as des coupes forestières, là, écoute, même pas à 2, 3, je sais pas, moi, 10 km, même pas du sommet, même peut-être moins du Mont-Jacques-Cartier. Donc là, la Marthe disait, protégeons l'arrière-pays comme ça, mais en échange, pour que ça soit socialement plus acceptable, on aimerait que la communauté ait accès au territoire pour faire des activités douces. Donc, ça s'appelle les aires protégées d'utilisation durable. C'est le niveau le moins élevé de protection d'un aire protégée parmi les outils que nous avons. Je parle en terre publique. Et l'idée, c'est que les gens peuvent, par exemple, faire de la sériculture, peuvent faire des produits non ligneux, la cueillette et tout ça, peuvent même avoir des lieux récréotouristiques doux. Évidemment, dans le contexte du caribou, il fallait qu'il n'y ait pas trop de chemin d'accès pour ne pas aider la prédation. Voilà. C'est ça l'idée. L'idée, c'était de trouver une voie de passage. Puis la Marthe disait, ben nous, on peut un peu sacrifier notre territoire de développement, mais en échange, on en veut un autre. Puis c'est en continuité avec, je ne sais pas si vous connaissez, là, les gens de la coop du Cap, par exemple. Ça fait quand même une vingtaine d'années qui sont dans un esprit de développement du territoire écologique. Voilà. Donc ça, c'était la proposition. Évidemment, est-ce que c'était bien fait et bien tracé? Encore là, ça a été rejeté. Mais non, mais c'est bénévole, c'est brouillon, les gens font ce qu'ils peuvent, puis il n'y avait pas beaucoup de temps. Brouillon bien fait, je dirais, là, pour ce que j'ai vu. Puis... C'est ça, c'était quand même très articulé, mais ce que je veux dire, c'est qu'une des raisons pourquoi ça a été refusé, c'est qu'ils disaient, mais là, ça ne marche pas, il y a des terres privées, c'est bien trop gros, c'est tout le village. Fait qu'il y avait une résistance au dessin à main levée, mais dans les documents de la Marthe, si vous les avez lus, c'est vraiment, on est ouvert à tout, on peut négocier des zones. Par exemple, la zone du village, ça aurait pu être un autre type d'aire protégé. Là. Ils appellent ça les paysages humanisés. C'est que tu as le droit d'habiter là, mais tu as des réglementations un petit peu plus exigeantes que les réglementations usuelles. On s'auto-régule. Oui, Paysage humanisé. Oui. Bien, ça, c'est un type. Ouais. Même, je pense on invente plein. Il y en a un autre, c'est autres mesures de conservation. Donc, ça aussi, c'est un autre... en tout cas, ça, c'est tous les outils de la protéine. Hey, mais attends. Là, je remonte dans le... Parce que là, je regarde, le temps file. Je sais pas si on a encore tant parlé du caribou, parce qu'on a parlé de plein de choses, mais... En tout cas, allons vers une conclusion. Non, mais tant que ça... Non, parce que tantôt, là, on parlait du revenu de base, puis tu te disais, une des solutions, c'est le regroupement. Mais en 2-3 phrases, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux pas repartir dans 1000 portes, là, Julie. Je veux juste... si c'est pas le revenu de base, en quoi le regroupement est une manière d'aider ces mobilisations-là bénévoles de citoyens et citoyennes? Bien, en fait, c'est un peu pour ça qu'on est parti ces aires protégées. C'est que dans le fond, quand il y a eu le refus en bloc, moi, je suis comme chroniqueuse graphiste, je faisais un événement 2 jours après. C'était pas prévu, là. J'avais aucune idée qu'il allait avoir un rejet en bloc. Ouais. Mais 2 jours après, on faisait une revue de l'année de l'actualité de Graphici. Puis l'objectif, c'était de faire connaître le journal en Haute-Gaspésie. Il est vraiment plus connu, le Graphici, en Baie-des-Chaleurs puis à Gaspé. Et donc là, puis il y avait un micro ouvert après. Puis ça marche bien en Haute-Gaspésie, là, comme les pub quiz. C'était ça. Non, mais l'idée, c'était si ça ne vous tente pas d'écouter le Graphici, au moins, vous aurez votre micro ouvert après. Et finalement, au micro ouvert, les gens, ils ont constaté, mon Dieu, on devrait se parler plus souvent. Je ne savais même pas que tu avais soumis une aire protégée. Je ne savais même pas que tu avais soumis un mémoire pour le caribou. On ne savait même pas qui avait fait quoi parmi des gens de la communauté. On vient aux richesses. Puis là, il y avait, c'est ça, il y avait comme une trentaine de personnes ce soir-là. Puis dans le fond, après, les gens ont décidé, après le micro ouvert, là, je pense qu'il faudrait se faire un partage de ces connaissances-là et de s'entraider. Comme ça réduit peut-être les énergies bénévoles selon, par exemple, nos passions. Parce que tu peux avoir une passion que pour toi, de faire 3 heures de recherche, anyway, ça marche dans ta carrière ou dans ton projet que tu es en train de faire. Donc là, c'est tout le partage des connaissances. Et quand il y a eu l'événement Mont-Saint-Pierre, donc l'événement Mont-Saint-Pierre qui est une coupe à blanc, une coupe du camping, une coupe de la forêt au complet du camping de Mont-Saint-Pierre, qui est un camping à 200 places,
qui est un peu un harakiri économique là, pour 10 ans quand même. Qui était supposé être un nettoyage. L'idée en arrière de ça, c'était travaux de civicoles, je pense. pour nettoyer les armoires, etc. Oui, puis là, les gens, finalement, les gens s'attendaient à la coupe sélective, là, c'est ça. Et, c'était sélectif. Mais ça a créé aussi une grande... ça a rajouté au groupe. Fait qu'en ce moment... Mais pas en ce moment, mais à l'époque, là, 3 mois, il y avait 70 personnes dans un groupe très simple, un groupe Messenger qui s'appelle Réseau d'information. Puis dans le fond, c'est vraiment les gens, ils se partagent. Hey, regardez ça. Ah, nous, on a fait ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Puis en plus, après, quand les gens rentrent dans un débat, là, on fait un sous-groupe pour les gens qui ont envie d'aller là-dedans. Puis là, en fonction du temps disponible que tu as, où tu peux aller aider. Donc là, ça a comme structure un peu plus le bénévolat. Puis je pense que ça le réduit. Au début, je pensais que ça allait le réduire plus, mais au moment donné, je disais, ça va réduire. Là, j'étais comme, en tout cas. Finalement. Ouais, c'est ça. Mais c'est le fun, par contre. Et là, à partir de ça, vous avez créé une nouvelle entité. Oui, c'est ça. Puis qui est un mouvement, qui n'est pas officiel, parce que je pense que les gens ils aiment l'idée. Tu sais, on a fait des réunions, puis on en a parlé. Donc, on s'est trouvé un nom. Donc, le nom, c'est Autrement avec un H. Donc, H pour la Haute-Gaspésie et Autrement pour, dans le fond, c'est ça, développer la Haute-Gaspésie autrement. Un peu plus dans une idée de réformiste. Le groupe n'a jamais parlé de c'est quoi le programme qu'on veut faire. Tu sais, c'est pas ça. C'est pas un parti politique. C'est pas une OBNL de bienfaisance avec des dons puis une mission sociale. C'est un regroupement très informel. Puis les gens peuvent être dedans, pas être dedans. L'idée, c'est d'être libre aussi dans ses actions. Puis Autrement ne porte pas l'action de Pierre-Jean-Jacques nécessairement, mais c'est un réseau d'entraide, un réseau de corriger les faits aussi, parce que comme on n'a pas de journalistes sur le territoire, de s'assurer, c'est ça la vérité. OK, puis là, les gens partent avec ça. Puis la vérité, entre guillemets, la vérité qu'on a en ce moment selon notre temps bénévole. Et donc, c'est ça. C'est ça que c'est devenu. Puis, j'aime ça. Fait que là, c'est devenu comme, ça. Oui, puis façon de voir, puis là, les distinctions, puis c'est ça, mais c'est pas ça. Puis là, en ce moment, ce qui nous mobilise, puis, idéalement, tout le monde est d'accord que c'est un chantier à long terme, mais c'est un... Puis là, ce qui est le plus beau, je pense, de ce mouvement-là, c'est les vigies, des vigies dans les conseils municipaux, de s'assurer qu'il y ait toujours au moins 2 personnes, des témoins, en personne. Puis c'est sûr qu'il y en a qui sont filmés, il y en a qui ne sont pas filmés, mais la période de questions n'est pas toujours filmée. Puis c'est là que c'est enrichissant d'entendre ce que nos autres citoyens pensent, ceux qui ne sont pas des mêmes courants ou des mêmes réseaux. Donc, c'est ça. Fait que là, finalement, c'est là qu'il est rendu. Puis la motivation à court terme, c'est les élections, parce que la conclusion un peu de tous ces... Comment je peux dire? Discussion Messenger. Non, mais les décisions publiques qui ont mené à de l'indignation citoyenne, c'est qu'il faut plus de représentants municipaux qui sont démocrates, qui ont envie d'écouter les gens, qui se voient pas comme... qui se donnent pas un droit ou un privilège de décider tout seul sur le coin de la table de grandes questions. Puis la question du camping, pour Mont-Saint-Pierre, c'était une grande question. C'était pas une petite affaire, là. C'était pas de réparer un trottoir, là. Puis la question des caribous, c'est pas une petite affaire. Comment, collectivement, on a envie de le protéger ou pas? Il faut l'avoir, la discussion, avant d'aller parler au ministre puis dire qu'est-ce qu'on pense. Est-ce qu'une personne peut porter la vision de la Haute-Gaspésie qui a quand même 11 000 personnes? Puis la question des forêts, en ce moment, le nouveau régime forestier, ça aussi, c'est une grosse discussion. Puis le Mont-Saint-Pierre, c'est quand même une pression de la forêt privée en ce moment, là. On va couper les forêts privées vu qu'on a moins accès aux forêts publiques. Je pose la question, je ne connais pas la réponse. Donc, c'est un peu ça. À vérifier. À vérifier. Puis, dans le fond, mais tu sais, ça, c'est né... Bon, ça, c'est l'histoire des aires protégées qui a mené à ça. Puis, il ne faut pas oublier qu'avant, il y avait Nourrir votre monde. Il y a toutes sortes de gens là, derrière. Se sont essoufflés. Oui, mais il y a énormément... Le bénévole à long terme, c'est ça. Nourrir notre monde, là. C'est super beau. Est-ce que je me trompe ou c'est un mouvement qui s'est essoufflé? Il me semble que cette année, j'ai lu ça. Là, moi, on m'a dit c'est super inspirant. Qu'il se transforme, mais c'est sûr qu'il y a un découragement à chaque mauvaise décision. Mais oui, c'est ça. Puis là, mauvaise pour un certain groupe de gens, là, tu sais. Puis c'est ça. Puis moi, je me suis impliquée. Moi, j'ai commencé à faire du bénévolat en Haute-Gaspésie parce que
sais, moi, je m'en allais en Haute-Gaspésie Pour regarder l'automne. check ça. Regarder Non, pas l'automne. le Moi, fleuve avec ton Non, verre la vraie de vin. raison, c'est pour augmenter ma saison d'hiver. Moi, je suis une fondeuse, j'adore faire du ski. Puis à Montérégie, dans la région de Montréal, c'est fini. Là, ça dure 3 fins de semaine. Ça existe Là. plus. Bon, c'est ça. Donc, je voulais surtout avoir un plus long hiver. Puis là-dessus, je suis très contente. Et, mais c'est ça, je m'en venais un peu comme je décrivais les gens de Kamouraska puis de Saint-Paul. Je m'en venais regarder le fleuve avec un verre de vin. Hein? Je m'en venais pas faire des luttes territoriales, moi, là. Je m'en venais relaxer en Gaspésie. Puis, Bienvenue. puis je voulais fuir le bruit montréalais, là, tu sais, tous les drames, là, puis les problèmes. Puis là, je vais pouvoir faire du plein air en masse, puis être full zen. C'était ça, mon plan. Puis là, arrive l'histoire du caribou. Puis là, l'histoire du caribou, comment je me suis ramassée là-dedans, c'est que là, il y a eu la consultation en 2022. Moi, je n'étais pas tout à fait autour là, quand ils sont passés sur le territoire. Donc ça, c'est la commission d'enquête indépendante du gouvernement du Québec. Mais c'était très général. On n'avait pas un territoire spécifique à protéger. Donc ça faisait que les gens étaient moins mobilisés contre la protection du caribou. On était plus... on était ouvert à l'idée, là, tant que c'était pas précis. Et le 30 avril 2023, qui est juste 2 mois avant là, l'histoire des aires protégées, là, fait que tout ça s'est passé quand même ensemble. C'est pour ça que c'était très intense en Haute-Gaspésie. Le 30 avril, le ministre, puis le ministre de l'Environnement, Benoît Charest, puis la ministre des Ressources naturelles et de la Gaspésie, là, Maïté Blanchette-Vézina, ou Vézina-Blanchette, à vérifier, étaient là, à Sainte-Anne-des-Monts, pour présenter le projet pilote. Mais là, le projet pilote était très défini, avec des lignes territoriales. Puis là, les gens, là, ils se sont dit, mon Dieu, mon territoire de chasse. L'industrie forestière, elle ne pourra plus rien faire. Le récréo-tourisme pensait qu'il ne pourrait plus aller dans les montagnes. Puis évidemment, personne ne se penchait sur les détails parce que, comme toute consultation, je ne vais pas dire comme toutes, mais certaines consultations du gouvernement provincial, c'est très difficile pour un citoyen bénévole de s'impliquer. Parce que moi, je l'ai lu, là, la proposition du projet pilote, à 3 reprises. J'avais de la difficulté à le comprendre. Je suis quand même une ancienne commissaire. Tu fais ça dans la vie, là. Oui. Je suis commissaire du BAP, je lis vite, je comprends vite. Puis là, j'étais comme, hey, comment quelqu'un peut comprendre ça? Je dis municipalité, MRC et citoyen. Penses-tu que c'est voulu? Un peu? Je pense pas. Non? Je pense pas que c'est maléfique. Mais je pense qu'ils ne mettent pas assez d'énergie là-dessus. Puis je pense qu'ils surestiment la capacité des MRC et des municipalités à vulgariser pour leurs citoyens. Je pense qu'eux, ils pensent que ça va être vulgarisé par un autre. Mais c'est toi qui l'écris, c'est toi qui dois aller informer. Donc ça a été un premier manquement. Je pense qu'au-delà de faire une conférence de presse, le ministre aurait dû envoyer ses spécialistes, expliquer aux gens qu'est-ce qui va vraiment se passer, qu'est-ce qui serait souhaitable pour le caribou. Donc là, quand j'ai vu qu'il y avait, là, après la machine on va mourir, la Gaspésie va mourir, là, c'était ça, là, la machine qui était partie. Puis c'est là que je me suis dit, bon, là, est-ce qu'il faut que je me mette à lire ça puis faire quelque chose? Puis là j'étais dans l'accompagnement des citoyens pour leurs aires protégées, en plus de ma job à temps plein, là, ailleurs au Québec. Et donc, je me préoccupais pas trop de ça. Mais quand j'ai vu la résolution de la MRC en juin, et que j'ai vu... la résolution de la MRC en juin, c'est là que j'ai vu que la MRC n'était pas en mode solution. Elle n'allait pas se pencher sur trouver une contre-proposition. Parce que ça aurait été ça, idéalement, que le Conseil des maires et la MRC se penchent sur le problème, engagent quelqu'un ou passe beaucoup de temps avec le ministère, dire c'est quoi là, que vous voulez dire par ça. Là. Puis qu'on regarde en détail, territoire par territoire. Ça oui, ça non. Parce qu'il faut se rendre dans les détails pour faire la conciliation. Il ne faut pas rester dans nos postures. Il faut rentrer dans les détails. Mais ça n'a pas eu lieu. Puis quand on a vu la résolution, là, je me suis dit, bon, là... C'était quoi la résolution? La résolution, c'était de dire qu'il était contre le projet pilote et aussi qu'il allait engager quelqu'un pour écrire en mémoire. Donc là, l'espoir citoyen, c'est la personne qu'ils vont engager, ils vont discuter avec plein de gens, puis en principe, dans le mémoire, on imagine, il va y avoir une proposition. C'est ça. Donc, les conseillers municipaux n'ont pas été consultés pour le mémoire. Des consultants ont été engagés. Le mémoire de la MRC, là, j'étais chanceuse, il a été déposé 1 semaine avant la date limite. Puis là, c'est là que quand je l'ai lu, je me suis dit, bon, j'ai pas le choix.
j'ai comme une espèce de devoir moral de me pencher sur la question, parce que le 31 octobre, tu sais, que les consultations du gouvernement, si tu n'as pas mis ton document à la date limite, il ne fait pas partie là, de la... Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait, le document? Mais le document de la MRC, c'était comme 110 pages de décrire la Haute-Gaspésie, puis que finalement, la posture, c'est qu'ils ne veulent pas le projet pilote proposé du gouvernement, mais il n'y a pas de contre-proposition à un autre format. C'est là que tu as dit, genre, il faut que je me penche là-dessus pour qu'il y ait une contre-proposition. C'est ça. Puis moi, je commençais une maîtrise en biodiversité que j'étais obligée de tu sais, je ne serais pas capable de faire les deux dans le temps. Tu avais juste une semaine. Fait que je l'ai reporté. Mais j'avais pris d'avance de lire les mémoires importants de 2022, là, quand même, puis de connaître les différentes postures. Puis il y a Antoine Billier-Dufresne aussi qui a soumis un mémoire dans le cadre de la consultation. Lui, en récréo, il se penche beaucoup sur cette question-là. Puis il fait aussi une maîtrise à Rimouski. Puis donc, encore là, il faut trouver tes incitatifs bénévoles. Puis moi aussi, dans ma maîtrise en biodiversité, j'avais un incitatif. Je me disais, c'est quand même, l'espèce qui est sur le bord de disparaître, elle pose la question, comment on fait pour vivre avec la vie sauvage? Parce que si on n'est pas capable de laisser de la place à la vie sauvage, puis la vie sauvage est importante pour filtrer l'eau, pour les choses dont on a besoin, là, ce qui s'appelle les services écosystémiques, là, même les services que la nature nous donne pour que nous, on vive. Fait que je me suis dit, bon, ça vaut la peine, moi aussi, pour ma propre maîtrise et pour et là, c'est là que je me suis vue comme une citoyenne de la Haute-Gaspésie. Puis je m'étais informée, savoir s'il y avait d'autres mondes. Puis écoute, je voyais même que les gens étaient gênés de parler de la question caribou, un peu tabou. Puis des gens très progressistes qui étaient rentrés dans l'imaginaire que c'était fini pour le caribou. Parce que dans le fond, il n'y avait pas d'informations. Il y avait très peu d'informations, outre celle du gouvernement qui est cryptique et que personne ne comprend, personne ne pouvait faire de quoi avec ça. Et la MRC, elle, qui disait « je suis contre », mais sans vulgariser non plus pour les gens. Mais en gros, mon mémoire sur ton but, c'était la première moitié, c'est juste de faire un sommaire pour que les citoyens puissent comprendre l'enjeu. Puis c'est là que je me suis dit, ça vaut la peine comme membre citoyenne. Puis là, je le sentais comme un devoir moral. Puis la deuxième portion, par contre, là, je rentre dans une analyse, dans une autre vision. Puis moi, la vision que je proposais, c'est que la marthe marsouis et, la marthe marsouis et Rivière-à-Claude, qui sont dans leur arrière-pays, sont dans la zone caribou, soient des modèles de développement villageois un peu différents. Est-ce que ça a été considéré? Est-ce que ça a fait Moi, j'ai pas suivi le dossier, mais ça a-tu été... Bien là, en principe, je l'ai soumis, moi, le 31 octobre. Et moi, comme je suis une ancienne, quand même, du gouvernement du Québec, je me suis assurée que le gouvernement du Québec l'a reçu et le suit. Et puis moi, j'informe aussi... je trouve que c'est un devoir aussi d'informer les gens de ce qui se passe en Haute-Gaspésie, parce que ça ne sort pas, vu qu'il n'y a pas de journalistes. Alors, j'informe régulièrement de ce qui se passe, les différentes personnes qui sont impliquées sur ce dossier-là. Est-ce qu'on peut le mettre en lien, ce document-là? Est-ce qu'il est accessible? Oui, il est sur mon site web de compagnie, terrepublique.org. On pourra mettre ça, avec le balado. Hey. Merci. Merci tellement, Julie. Là, pour moi, j'ai le goût de dire c'est du bonbon, mais c'est pas ça pantoute parce que ça m'écorche de tellement de façons. Là. Je trouve ça dur d'entendre ça, mais en même temps, c'est tellement clair, c'est tellement précis. Mais c'est triste aussi. Puis, moi, j'étais triste de ça. Oui, mais j'aime mieux qu'on en parle. J'aime mieux qu'on en parle que de ne pas en parler. Je veux dire, parce qu'on peut faire semblant que tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais c'est pas ça. Là. Moi, par rapport au caribou, là, j'aurais le goût de juste nommer ce que moi, comment je vois ça, là, qui est assez court. C'est juste, moi, quand je regarde cette situation-là, premièrement, en regardant ça là, dans les derniers mois, j'ai découvert qu'il y avait 32 000 kilomètres de sentiers forestiers en Gaspésie. 32 000 kilomètres, là, c'est presque la circonférence de la planète au complet, sur un petit territoire comme la Gaspésie. Fait que juste ça, là, pour moi, ça a comme fait... Mais en même temps, je dis ça, puis je vois bien dans ton regard, là, c'est comme... Ça veut rien dire, puis mais 32 000 kilomètres, là... j'ai traversé le Canada, là, c'est 6 500 kilomètres, puis je les ai fait, à coup de 1 mètre, là. 32 000 kilomètres, c'est gigantesque. Ouais, je l'ai calculé, ça fait 730 km², ce qui correspond
à 3 fois le parc Forillon et presque une fois le parc national de la Gaspésie. Ça, c'est si on met toutes les routes. Ensemble. Ouais. Parce que c'est à peu près 25 mètres de large. Ouais. Là. Fait que c'est énorme. Multiplié par ton 35 000, je ne sais pas si c'est ça, à vérifier. Oui, autour de 33 000. Mais c'est gigantesque. Puis là, je regarde ça, puis je fais, OK, quand j'ai passé mon temps dans le nord, dans le Grand Nord canadien, des caribous, des hardes de caribous, il y en a encore. Mais ils commencent à décliner pour plein de raisons environnementales, mais aussi parce qu'il y a des routes de glace ou des routes qui sont pas utilisées l'été, qui traversent leur territoire. Et ça les fuck bien comme il faut. Puis ils sont dans le fucking Grand Nord, là, où il n'y a rien, il n'y a pas d'humain. Et ces routes-là, fait que là, je me dis 32 000. Là, je commence à calculer, puis je suis comme, Christ, ça n'a pas de bon sens. Puis là, après ça, je fouille un petit peu plus, puis je fais, bon, en 1950, ils ont décidé de créer le parc de la Gaspésie, si je ne me trompe pas, autour de 37. OK. Fait que, le but, c'était de protéger les caribous. Il y en avait entre 750 et 1500, je pense, que j'ai lu, là. Donc, autour de 1000 caribous. Et là, aujourd'hui, on est à 23. Puis attends, en 2014, il y en avait plus de 100. En 2014, plus de 100. Ça fait pas si longtemps, là. Mm-hmm. Là, ça, c'est l'année du documentaire là, de Harold Arsenault, là, qui s'appelle La Dernière Harde. Ça vaut la peine de voir ça, là. Plein de caribous sur les crêtes, des chic-chocs. C'est fou, là. Ça, on pourrait le mettre aussi... La Dernière Harde, disponible, je pense, gratuit sur l'ONF. Ouais. Puis, là, où j'arrive, c'est... On est face à l'extinction d'un grand mammifère. C'est pas une punaise, là. Puis l'extinction d'un insecte, c'est aussi un problème. Mais là, on l'a d'en face, là. Puis je me dis, c'est comme un miroir à notre incapacité de protéger le vivant, en fait. Le sauvage. C'est comme tu disais, tu sais, le sauvage, oui, mais aussi même juste la vie, point. Si on n'est pas capable de s'organiser pour protéger ça, pour valoriser ça, pour dire ça a de la valeur. Ces 24 individus-là, puis là, il est peut-être trop tard, mais même à ça, on dirait que moi, il est peut-être trop tard. Là. Je trouve ça tellement niaiseux, comme je vais le dire de même. Là. Parce que si on utilise cet argument-là, on fait rien. Ben c'est ça, c'est ça. Fait que moi, je me dis, battons-nous jusqu'à la fin, puis apprenons à travers ça. Puis si on l'échappe, qu'est-ce que tu veux, au moins, on pourra dire qu'on a tout fait, puis on aura appris pour les prochaines étapes. Mais là, je nous trouve tellement imbéciles, là, collectivement. Puis là, je suis obligé de dire, le gouvernement du Québec, là-dedans, là, depuis longtemps. Oui, parce que dans le fond, la Haute-Gaspésie est près que le problème parce qu'il n'a pas été réglé en 2009 quand il a été déclaré comme étant déjà légalement, la responsabilité légale à date de 2009. Donc, tu sais, ça fait longtemps. Là. Mais là, on devrait être indigné sur un esti de temps. Mais c'est ça. Moi, c'est là que je fais un lien entre le déficit démocratique et le caribou. Puis je l'ai dit au festival. Parce de journalisme. Oui. La première entrevue que j'ai reçue, là, locale, là, quand on m'a parlé de ces affaires-là, c'était pour les aires protégées. L'aire protégée de la Marthe, notamment. Puis, dans le fond, le titre là, de l'entrevue ou même la question que les journalistes se posaient. Donc là, la Haute-Gaspésie est divisée. Là, j'étais comme... Là, si on a une opinion différente du groupe, on est divisé. Pourquoi on veut véhiculer l'idée de la division et ostraciser les gens qui pensent différemment? Parce que si on fait ça, parce que pour faire avancer la cause caribou, il faut écouter les voix diverses des gens. Parce qu'il y en a qui veulent. Là, il y a une lettre qui a été, d'ailleurs, autrement, c'est une de ses premières actions. Ça a été la lettre ouverte pour mobiliser tout le monde à dire, c'est pas vrai que les gens veulent pas le protéger, le caribou. C'est pas vrai que les gens veulent pas le projet pilote. Il y en a du monde qui le veulent, mais c'est juste que les élus actuels veulent pas en parler. Et quand ces gens-là s'expriment, ils divisent selon ces gens-là. Alors que c'est qui divise? Hein? Est-ce que c'est celui qui donne pas la voix à tout le monde? Ou bien c'est ceux qui s'expriment? Puis moi, je pense que c'est un obstacle important à avancer n'importe quoi. Mais le caribou étant dans une situation plus grave, puis les journalistes aussi doivent cesser de parler de division quand il y a une pluralité de points de vue. Moi, j'aurais sincèrement passé la journée au complet à continuer à parler avec toi. Là, on va arrêter.
Parce que, puis de toute façon, je vais continuer parce que je m'en vais en Haute-Gaspésie. Là, bon, quand vous allez écouter ça, ça va faire des mois, des semaines que c'est passé, mais Julie puis moi, on s'en va. Pas Julie puis moi, on s'en va là. Ça donne que les deux, on va être là au même endroit. On devrait être une 60aine de personnes pour parler de la démocratie locale, dans le fond. Puis idéalement, qu'on ait plus d'élus qui aiment la diversité des points de vue et des gens en général. Merci Julie, moi ça m'a full éclairé. Je baigne pas autant là-dedans, ma curiosité n'est pas autant dirigée vers là que Martin, si on veut. Mais parce que je sais que des fois quand on parle de ça, on a un souci, tu as fait allusion à ça une couple de fois, on a un souci que ça ne devienne pas trop lourd, ça soit digeste quand même. Mais dans ma posture j'ai trouvé ça quand même digeste, malgré plein de mots comme Martin dit que tu as dit. J'ai suivi, puis ça m'a éclairé, vraiment. C'est important de prendre la parole, puis merci de le faire. Merci de l'avoir fait aujourd'hui, mais merci de le faire à travers plein de façons, à travers ce que tu appelles ton bénévolat. Mais moi, j'aimerais, là, on parle de moi, mais j'aimerais dire qu'il y a plein d'autres mondes autour qui... Absolument. Il y a des gens qui travaillent énormément derrière, dans l'ombre, parce qu'ils ne peuvent pas être en avant-plan. Moi, j'ai l'avantage que mes revenus ne dépendent pas de la Haute-Gaspésie. Mais il y a plusieurs organismes et individus qui sont muselés, soit auto-muselés, dans le sens qu'ils se disent, si je le dis ça, je risque la subvention à mon organisme, ou ceux qui sont... Tu sais, mettons, quelqu'un qui est dans l'administration publique ne peut pas s'exprimer contre les élus. Donc, j'aime ça que tu dises ça. Mais c'est super important parce que moi, dans le fond, quand j'ai décidé de m'investir plus, c'est que je me suis rendu compte qu'on n'était pas tant de monde que ça, indépendants. Puis les gens qui bénévolent en ce moment, là, c'est presque juste ça. C'est des entrepreneurs dont les revenus ne dépendent pas de notre opinion politique. C'est fou. Mais ça, c'est un indicateur de quelque chose qui va pas de déficit démocratique. Les petits villages, quand même. Il y a une dernière question qu'on pose, parce que ça fait partie de ce que tu viens de dire. Y a-tu quelqu'un que tu aimerais qu'on reçoive comme ça, un invité, une invitée que tu aimerais qu'on reçoive au Depuis dans le ruisseau? Eh bien, j'aurais toute une liste. Là. Il y a sûrement. Je sais que c'est une question difficile. Là, vous n'avez déjà fait 60, ça se peut qu'il y en ait déjà... Drop des noms. Je sais pas. Là, écoute, c'est sûr que la gang de Mont-Saint-Pierre, je dirais, dans le fond... C'est pas obligé d'être des noms. Ça peut être juste des thèmes ou c'est ça, des genre trucs abordés, des sujets abordés. Des thèmes. Un métier, je sais pas, là, mais tu sais, on veut pas te mettre dans l'embarras là, en nommant des individus. Ben dans le fond, j'aurais peut-être sur, je sais pas si vous avez passé tout le milieu marin. Tu sais, moi, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup du territoire parce que c'est là qu'on est, mais les humains, on n'est pas souvent sur l'eau. Puis j'aimerais ça, moi, entendre des pêcheurs, Tellement. Bonne idée. Super suggestion. On n'a pas touché à ça encore. Manu Babin, on pourrait aller piger dans les romans de Roxane. Manu Babin, c'est une bonne idée. Manu, ça serait vraiment le fun, pour plein de raisons, mais entre autres parce que... On risque de pas parler de pêche. Fait que ça. Puis je te dirais, l'autre, c'est que je trouve, puis moi, tu sais, on parlait d'angle mort, comment on disait ça, que moi, on n'est pas connaissant dans tout, là. Tu sais, moi, je viens du milieu privé, puis tout l'univers des organismes communautaires, pour certains d'entre nous, c'est un univers complètement inconnu. Puis il est très, très fort en Haute-Gaspésie. Mais je trouve qu'ils font partie du moteur de réforme. Tu sais, ils proposent des choses, mais on dirait qu'ils sont mal connectés avec les entrepreneurs privés. Puis moi, je pense que le lien entre autant l'économie, l'écologie, le social doivent être regroupés, mais ça commence déjà dans nos institutions. Fait que moi, j'aurais aimé ça que quelqu'un vienne nous démêler. Quelqu'un du Rock Gym ou quelqu'un... qui vienne nous démêler, c'est quoi ces organismes-là, qu'est-ce qu'ils font, puis pourquoi on devrait les écouter, puis comment on peut avoir accès à l'information des discussions qui se passent là. Yes. Il reste des choses à on a 2-3 épisodes. On a encore 2-3 épisodes à faire. Merci beaucoup, Julie. Ben moi, je vous remercie beaucoup à vous de faire ça. Je pense que c'est vraiment le fun. J'avais peur là, de faire une longue entrevue. J'ai dit là, je peux me mettre plus les pieds dans les plats que dans l'eau. J'ai une dernière question. C'est quoi ta couleur préférée? Non, finalement, c'est la question la plus difficile, finalement. Je n'ai rien à dire sur le sujet. À vérifier. À vérifier. Merci, Martin. Merci beaucoup. Merci, David. Merci, Julie. Merci à tout le monde. Merci, Captimédia. Yes. Bye.
OK, un petit bonus, 2 pieds dans le ruisseau avec Julie parce qu'on a fini l'épisode, mais il y a un sujet qui, moi, il me tient à cœur énormément, c'est le revenu minimum garanti. Puis pendant l'entrevue, on va mettre ça à une coupe de place parce qu'on a parlé du revenu minimum garanti avec Luc Gosselin qui s'investit dans Revenu de base Québec. Fait qu'on mettra probablement ce segment-là là-dessus. Mais dans la conversation qu'on a eue avec toi, il t'a mis de côté le revenu de base dans la conversation parce qu'on n'avait pas le temps d'en parler. Alors là, tu avais une approche, tu me disais... Un regard capitaliste au revenu minimum garanti. OK, Ouais. vas-y là-dessus. Moi, D'abord, moi, j'ai étudié le revenu minimum garanti de manière, encore là, bénévole, quand j'étais à Berlin, en 2021. À Berlin, moi, j'ai habité Berlin pendant 3 ans, puis j'ai encore plein d'amis là-bas. Et mes amis que j'ai là-bas, parce que j'ai fait de la musique, moi, à Berlin. J'ai eu ma petite passe artiste, là, tu sais, faut que je fasse ça dans ma vie. Là. Bon, j'ai fait ça à Berlin en 2005-2008, des très bonnes années berlinoises. Et donc, mon cercle d'amis là-bas, c'est des artistes. Et évidemment, chez les artistes, ça fait beaucoup partie de la réflexion, le revenu minimum garanti. Alors, je les ai fait beaucoup parler de ça. Et puis, tu sais, à Berlin, étant donné que c'est une ville très artistique, ils en parlaient beaucoup. Puis, je dirais que Berlin, contrairement à Montréal, c'est une ville qui... Tu sais, l'anarchisme n'est pas... c'est pas grave d'être anarchiste. C'est pas grave d'être extrémiste. C'est pas grave d'être extrême gauche, d'être extrême droite. C'est comme si l'espace à l'extrémisme est beaucoup mieux accepté parce que l'art du débat est important chez les Allemands en général, mais encore plus à Berlin, qui est une ville hyper politique à tous les niveaux. Donc, je parle avec eux de tout ça, puis finalement, je me rends compte que, au final, si on a le revenu minimum garanti, admettons qu'on prend tout l'argent d'administration de nos programmes sociaux, visant l'aide aux revenus, de tous les programmes imaginables, incluant ceux des entrepreneurs. Tu as plein d'argent pour les petites entreprises et tout ça. Si on met tout ça dans un même panier, peut-être que c'est plus cher que le revenu minimum garanti à tout le monde. Mais moi, où j'ai acheté leur idée, parce que c'est là qu'il y a le débat, c'est est-ce que c'est le revenu minimum garanti à certains, genre les artistes et les agriculteurs, ou à tout le monde? Puis, dans la littérature, c'est prouvé, là, chez les économistes, là, moi j'ai utilisé ça en économie, c'est l'universalité qui rend les programmes sociaux acceptables. Donc, la santé, l'éducation, qu'on ne cible pas. Parce que, par exemple, l'éducation, apparemment, si on voulait vraiment réduire l'inégalité au Québec ou ailleurs, partout dans le monde, ça serait de miser sur les plus pauvres, là. Donner la gratuité aux plus pauvres puis faire payer les plus riches. Puis comme ça élève un groupe. Mais ce n'est pas socialement acceptable. C'est très difficile de dire on va financer des gens, mais pas d'autres. Alors, c'est pour ça qu'on a un programme universel qui est un petit peu moins efficace en termes de réduire les inégalités, mais qui a fait qu'on a de l'éducation gratuite. Plus cher aussi en faisant ça. Et donc, le revenu minimum garanti pour qu'il soit socialement acceptable. Puis là, je vous rapporte les mots du débat d'allemand. Je ne suis pas une spécialiste de ça du tout, mais moi, quand j'ai entendu ça, comme fille un peu d'entrepreneuriat, je trouvais que c'était gagnant parce que c'est aussi d'éliminer tous les emplois de fonctionnaires. Parce que là, tu as plein de fonctionnaires qui doivent gérer les programmes. Puis au final, c'est encore plus... C'est ça qui coûte cher aussi. Mais là, moi, je n'ai pas l'équation de tout ça. Mais pour être capable de comparer, il faut voir c'est quoi le montant. Par exemple, il y a eu un projet qui a été soumis à la Haute-Gaspésie, puis le montant était quand même élevé. Là, c'était 39 000. Donc là, les gens, ils ont un peu flippé en disant, bien là, 39 000, il y a du monde qui font littéralement 15 000 là, en Haute-Gaspésie là, comme salaire, puis qui sont corrects. Maison payée, tout ça. Bon, donc là, 39 000, les gens disent, là, les gens ne vont plus rien faire. T'sais. Fait que là, c'est aussi, c'est quoi le montant? Mais si tout le monde a le même montant, un des gros avantages de ça, il y en a plein, là. T'sais, par exemple, moi, je suis entrepreneur, mais je n'ai pas toutes les assurances des gens qui ont un emploi au gouvernement. Donc là, avec un revenu minimum, si, disons que j'ai un accident à la main, puis je ne peux pas écrire, ça va mal, là, je ne suis pas capable de tirer des revenus. Alors, le revenu minimum garanti vient aussi affecter tout le... Bien, je veux dire, c'est un impact négatif pour les compagnies d'assurance, mais c'est un impact positif pour les gens qui ne s'assurent pas parce que
c'est très cher Parce d'avoir qu'ils n'ont pas les moyens. ou il n'y en a pas les moyens. Bon, moi, j'ai une assurance correcte, mais tu sais, elle est moins mur à mur extraordinaire que des emplois dans des grandes compagnies. Donc, il y a plein d'avantages au revenu minimum garanti, mais je pense que les deux, ce qui va être à succès, là, c'est que ça ne soit pas un montant trop gros, puis que ça soit tout le monde. Parce que là, ça fait que même le super riche, avec 500 000 de revenus par année, là, il l'a, lui aussi, son revenu minimum garanti. S'il s'en va, là, si ça ne tente pas de travailler pendant 3 ans, là, parce qu'il est fatigué, parce que des emplois à 500 000 par année, là, c'est des jobs fatigants qui donnent probablement des cancers et tout ça. Hein? Donc, cette personne-là, elle a 3 ans, puis elle sait que, mettons, là, je dis n'importe quel chiffre, je ne sais pas c'est quoi le bien-être social, là, mettons que le beau chiffre, ça serait 25 000. Puis que tout le monde reçoit, peu importe ce qu'ils font de leur vie, leurs 25 000. Puis là, on économise les emplois de gestion. Puis ce qui est plate aussi des programmes, là, c'est qu'ils sont discrétionnaires. Ils ne sont pas continués. On ne sait pas quand ils restent ou ils disparaissent. C'est aussi là que chaque gouvernement s'exprime, hein, dans le sens qu'on change de gouvernement, c'est d'autres programmes. On change de gouvernement, c'est d'autres programmes. Puis ça aussi, c'est dur, et pour les gens et pour les organismes, de manquer de prévisibilité, dans le fond, dans le revenu. Donc, voilà, c'est ça, l'interprétation un peu capitaliste de l'affaire, parce que moi, je ne veux pas dire que... Tu sais, moi, je ne suis pas une fille de gauche, droite, milieu, mais je suis une fille de résoudre des problèmes. Puis je pense que ça, c'est un problème. Puis c'est un problème, la gestion de nos programmes sociaux, ils sont coûteux. Puis en ce moment, on a vraiment un problème d'un État qui a des difficultés à garder sa taille parce qu'on a plus de personnes âgées, notre démographie, tout ça. Mais c'est ça. Moi, je pense que le revenu minimum garanti, il ne faut pas le rejeter d'emblée. Il faut l'étudier. Il faut trouver le bon niveau. Puis je trouvais ça le fun, moi, quand je suis arrivée en Gaspésie, de voir qu'il y avait des projets pilotes. Puis il y avait des idées d'essayer ça, surtout dans 2 MRC, justement, qui sont particulièrement, qui sont plus précaires. Mais c'est sûr que de dire 39 000 puis pas à tout le monde, ça crée un problème. Parce que là, celui qui fait 41 000 puis qui travaille à temps plein, puis l'autre qui reçoit 39 000 puis que lui, parce qu'il a été identifié comme précaire, c'était comme un panier de crabes, là, pour commencer. Ouais. Bien, à continuer à étudier. Merci d'avoir partagé ton... puis quand tu auras fini ton bénévolat Autrement, tu viendras à l'Arbre. Ouais, va-t-il te finir? Mais il est le fun. Il est le fun, le bénévolat. Parce que tu sais Autrement. qu'il y a une alliance, tu la connais, là, l'Alliance pour le revenu de base des régions de l'Est, qui propose une assurance revenu de base. Ouais. C'était ça l'idée. Là, mais moi, je vous le laisse, sincèrement. Oui. Mais non, mais c'est pas mon dossier de compétences. Je voulais juste vous partager la réflexion capitaliste de ça. Mais j'aime ça entendre justement cette version-là. Ça fait du bien, ça fait plaisir d'entendre quelqu'un d'autre que de la gauche parler de ça. Fait que merci d'avoir pris le temps. Avec plaisir. Bonne journée. Là, c'est fini. Là, c'est vrai. Bye.